Et quelle matinée exceptionnelle on a vécu ce matin. Quel plaisir de vous retrouver pour la seconde partie de Sa marque, édition 2021, organisée par l'Union des marques. Relier, voilà, c'est le thème de cette deuxième édition, dans le contexte que l'on connaît, que l'on subit bien entendu, pour comprendre comment les marques tissent des liens, mais surtout comment elles les entretiennent et les renforcent avec leur public. En clair, comment se pose cette nouvelle équation de l'efficacité. On est dans le rendez-vous de l'efficacité des marques. Alors, ce matin, on a suivi des échanges totalement passionnants, très très riches sur la valeur générée par les marques, selon les valeurs qui les animent. Et vous pourrez à tout moment, si vous êtes adhérent de l'Union des marques, retrouver sur le site de l'Union des marques les brillantes prestations de Hervé Navelou, Raja Namar, Sébastien Bismuth également. On continue donc en cette fin d'après-midi. Comment les marques peuvent-elles cultiver quelque part des liens durables avec leur public? Comment la crise, elle a modifié leur dialogue? Vous continuez de réagir avec le hashtag Sa marque 2021. Posez-nous également vos questions. Le programme, il va être totalement fou, Vous allez le voir tout à l'heure avec Céline Bouvier qui m'accompagne dans cet événement donc de cette mi-avril. Écoutez plutôt, je vais aller d'ailleurs le rejoindre d'ici 2 minutes pour redémarrer une nouvelle grande interview. Monsieur Pascal Obispo. Oui, Pascal Obispo qui sera sur le plateau de l'Union des marques. 30 ans de carrière, 5 millions d'albums en tant qu'interprète, 14 millions en tant que compositeur. Il a réalisé des succès pour les plus grands. Johnny, bien sûr, Pani, Zazie, Lionel Richie, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Natacha Saint-Pierre, Patricia Cass et Calogero. Et il y a 3 mois, Pascal Obispo a lancé Obispo All Access, un petit peu sa nouvelle maison de disques, quelque part sa plateforme afin de toucher directement son public, le public. Alors on y trouve quoi? Retour dans 2 minutes. L'intégralité de ma musique d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est sur Obispo All Access. Vous allez pouvoir écouter mes chansons d'avant, mes chansons d'aujourd'hui, j'ai compté les jours et les journées, souviens-toi, et de demain aussi. Souviens-toi, ma génération. Et grâce à cette application, je vais enfin pouvoir explorer dans des dizaines de projets différents tous les styles de musique qui me font vibrer. De la pop au rock, du reggae à l'électro, de la musique classique au jazz, au piano, à la guitare, de la chanson française et même de la musique pour méditer. Et puis vous découvrirez aussi tous mes lives inédits. Ainsi que ceux des anciennes tournées, bien sûr. Des documentaires et de nombreux reportages sur la conception de mes nouveaux albums, que j'appellerai désormais mes studios. Des podcasts qui raconteront l'histoire de toutes mes chansons, évidemment tous les clips, des animations, des karaokés pour chanter entre amis, des cours pour apprendre à jouer simplement tous mes titres, des émissions et de nombreuses interviews menées par Julie, où elle recevra de nombreux invités. Vous retrouverez aussi tous les programmes de mes lives, de la lecture, des bandes dessinées, de la poésie, l'intégralité de mes écrits et beaucoup d'autres choses en préparation. Les temps changent. Profitons des progrès de la technologie pour les mettre au service de la musique, des artistes, de leur tempo et de leur liberté. Êtes-vous prêts pour le voyage? Alors à tout de suite sur Obispo All Access. Bien sûr qu'on est prêt pour le voyage. Bonjour Pascal. Bonjour, merci de me recevoir. Non, c'est génial. Merci de venir pour Sa marque 2021, organisée par l'Union des marques. 30 ans de carrière, franchement, il y a certaines chansons qui sont directement liées à certains épisodes de ma vie. Franchement, c'est... C'est le principe en fait de la musique, ça correspond à des événements.
Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chanson. Non. Il y a simplement des chansons qui correspondent à ce que vous avez vécu. Des événements tristes, des événements gays. Et on fait que chaque chanson nous ramène à une période. C'est pour ça que on est toujours attaché à la musique qu'on a écoutée dans son enfance et son adolescence, même qu'on a entendue. Et ça revient et on y retourne. 5,99 € par mois. C'est-à-dire, si on fait x12, c'est même pas le prix d'un concert à l'année. C'est ce que vous avez voulu avec un contenu qui est renouvelé tous les vendredis. Exactement. Tous les vendredis, on propose de nouvelles choses, des chansons, des contenus, des interviews. Vendredi dernier, on a proposé la moitié d'un nouvel album. En fait, j'ai une liberté totale et je me suis séparé totalement des algorithmes et aussi des maisons de disques. J'ai voulu, j'ai racheté ma liberté et j'ai voulu être, libre dans ma création. On va y revenir, mais simplement, le nombre d'albums. Vous avez fait combien d'albums dans votre carrière, j'allais dire, en 30 ans, votre carrière perso? Alors, la carrière perso, on peut dire qu'il y en a eu réellement 11 d'albums inédits. Bon, voilà. 11. Et là, depuis 3 mois, depuis le lancement de Obispo All Access, combien d'albums vous avez sortis? Je ne les ai pas tous sortis, mais j'en ai enregistré 18. C'est-à-dire qu'en fait, en 3 mois, vous avez sorti plus d'albums qu'en 30 ans de carrière. Exactement. En fait, on a masterisé à Abbey Road. Je masterise toujours là-bas avec quelqu'un qui travaille avec McCartney, enfin un mec très très pointu. Et il était très très étonné. Je lui ai même demandé de me faire un prix parce qu'il a masterisé 190 titres. Alors c'est aussi bien, ce sont aussi bien des chansons inédites que des chansons instrumentaux. Des instrumentaux de jazz, de musique classique, comme on a vu, ou de musique pour la méditation, mais aussi beaucoup de covers, parce que j'ai décidé de faire un catalogue de la chanson française en entier. J'ai commencé par l'album de Christophe, et au fur et à mesure, je vais chanter les chansons des autres. Donc en fait, il y a un ensemble de choses qui me permettent, tous les vendredis, de proposer en même temps de la musique et aussi des images. Mais alors, ce foisonnement, quelque part, quand vous nous dites, Pascal Obispo, je retrouve ma liberté, ça veut dire que vous étiez dans une sorte de carcan autrefois, c'est-à-dire un calendrier qui était fixé par les maisons de disques. C'était quoi, un album tous les 2 ans à peu près? Un album tous les 2 ans. En fait, si je devais attendre, par exemple, 10 ans, les 10 prochaines années pour travailler, je ne pourrais faire, techniquement, avec ce système, que 3 albums. Ah, 3, d'accord. 3 albums avec 3 tournées. Et 3 albums, pour moi qui suis un créatif, qui suis obsédé par la création, par la découverte des nouvelles technologies aussi, je suis totalement frustré. Donc en fait, j'étais dans un système qui ne me permet pas de me réaliser, qui ne me permet pas d'être épanoui. En fait, le système nous gangrène notre créativité. Je me suis même aperçu, en travaillant avec les divers producteurs qui travaillent avec moi sur les albums, que le fait de ne pas avoir de pression dans le choix des titres et dans la fabrication des textes, je me suis même rendu compte que la créativité était exponentielle pour eux. C'est-à-dire, fais-moi un titre, ils n'ont pas la pression de savoir si le titre va être sur l'album. Non, tu vas faire toi tout l'album et tout l'album. Et la créativité se retrouve exponentielle. Je me suis même aperçu de cet état chez moi, dans ma créativité personnelle pour mes albums, que ce soit de reggae, que ce soit de jazz ou d'autres choses qui sortent au fur et à mesure. Je me suis aperçu que donc, le système dans lequel nous évoluons tous sont basés sur des algorithmes qui ne nous permettent pas, en fait, de nous épanouir réellement en tant qu'artiste. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, hein. Attention, moi je suis peut-être quelqu'un de particulier, mais j'ai l'impression que tout d'un coup, cette possibilité, que cette application m'ouvre un champ des possibles, comme dirait Nicolas Hulot. Oui, mais il faut revenir sur ce que vous voulez dire sur les algorithmes. Qu'est-ce que vous reprochez justement à cette notion d'algorithme qui, quelque part, vous corsetait? En fait, si vous voulez, par exemple, j'ai sorti une chanson en janvier, oui. Et en fait, je suis obligé de passer par un algorithme pour savoir si la chanson peut passer sur une radio ou à la télévision, etc. Savoir si elle est bien panélisée. Bien sûr. Donc, si vous voulez, au bout de 3 mois, par exemple, j'ai une chanson qui est rentrée il y a 2 semaines sur une radio. En 3 mois, j'ai déjà fait 4 albums. Donc, si vous voulez, en fait, je me suis aperçu de cet épiphénomène qui ne va pas dans le sens de la création. La création, c'est quoi? C'est la liberté, c'est se mettre au service de ses émotions et partager ça avec le public. Donc en fait, le monde dans lequel on vit en ce moment est un peu compliqué.
Mais c'est vrai que cette application est en fait une proposition pour peut-être changer des choses et retrouver un peu plus d'émotion, ne pas se séparer de la technologie. La technologie, ce sont les algorithmes. C'est fantastique. Oui, c'est ça. La technologie nous a amené... On va surtout pas cracher sur le digital. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais c'est génial. C'est exceptionnel. Mais moi, je suis abonné sur des plateformes, je trouve ça exceptionnel. La seule différence, c'est qu'on est un petit peu dirigé. Donc, Voilà. c'est ce qui me Le calendrier gêne. de Pascal Obispo jusqu'au mois de janvier, c'était quoi? C'était 1 an de studio à la demande des maisons de disques, 1 an de tournée, et puis hop, tu retournes en studio après. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on vous demandait clairement. Exactement. En fait, les contrats Voilà. sont des contrats de 18 mois. Est-ce que c'est la faute des maisons de disques? Je ne sais pas. C'est peut-être la faute du système qui est comme ça, pour vendre les choses. Or, moi, j'ai l'impression... Ça s'est dégradé à vos yeux ou pas, ce système? C'est plus que dégradé, puisqu'en fait, la représentation qu'on voit, par exemple, dans les tops, n'est pas la représentation, par exemple, de ce que vous écoutez ou de ce que j'écoute moi. Donc, c'est-à-dire, il y a une vraie scission entre l'algorithme qui fait, qui se base aussi sur des streams qui correspondent peut-être même pas à l'ensemble de la population et peut-être à une minorité qui écoute beaucoup. Donc c'est-à-dire quand vous avez 10 millions de streams, ça correspond sans doute à, 10 personnes qui ont cliqué, 1 million de personnes qui ont cliqué 10 fois. 10 fois. Et si vous divisez, vous allez voir que c'est... Donc tout ça est artificiel. Moi je pense que ça correspond pas En même temps, est-ce que c'est pas le lot de la société en 2021? Au-delà de la musique. Hein. Oui, c'est un petit peu comme ça. Donc en fait, on va pas jouer les anciens combattants. Non, mais peu importe. Voilà, non, justement parce que la technologie, il faut s'en servir. Il ne faut pas dissocier la technologie de l'humain, la créativité. Moi, ce que j'essaie de faire dans cette application, c'est justement retrouver cette émotion, cette proximité, sérénité. La sérénité dans la créativité. Vous êtes mieux intellectuellement depuis le mois de janvier? La liberté. Nouvel homme. Oui, c'est assez impressionnant. Ouais. Comme je vous ai dit, ça décuple ma créativité. Et je pense que pour tout le monde, cette espèce de carcan dans lequel on est, en fait, nous empêche d'être meilleurs. C'est un petit peu comme les capacités du cerveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on savait ce qu'on pouvait faire, je pense qu'on serait tous avec la petite pilule de Limitless. Et tout d'un coup, on pourrait faire des tas de choses. Moi, cette pilule, je me la suis injectée en fabriquant cette application. C'est-à-dire que j'ai ouvert un spectre très, très, très large. Alors, vous avez ouvert un spectre très, très large. On est dans le cadre du grand rendez-vous annuel de l'Union des marques, Samarc 2021, autour de relier, nouveau dialogue entretenu entre les marques et le public. Est-ce que ça a constitué, est-ce que vous avez provoqué un nouveau dialogue avec votre public, Pascal Obispo? C'est totalement changé, puisqu'en fait, je suis, comme on dit, on est dans un B2C, c'est-à-dire qu'en fait, je suis directement avec eux. Avec eux, avec une réaction directe sur les réseaux sociaux, je poste une chanson, j'ai les réactions directes, entre guillemets, de la personne qui me suit. Je ne vais pas dire du consommateur, parce que je ne les considère pas comme ça. Je les considère plus comme des gens qui recherchent l'émotion, qui recherchent la proximité. Et je pense que c'est ce qui nous manque en ce moment. C'est-à-dire qu'on est face à de la technologie, mais si cette technologie, comme je vous disais, redevient un peu plus humaine, comme je l'ai fait dans l'application, qui n'est pas que musicale, puisqu'évidemment, il y a des interviews, comme on a vu sur la présentation, il va y avoir des rencontres aussi bientôt, et cette proximité-là, je pense qu'il nous manque. Il faut retrouver cette humanité. Mais est-ce que vous avez réussi à élargir quelque part votre cible? Parce que le Pascal Obispo qu'on connaît depuis les années 93-94, et on s'était rencontrés à ce moment-là, n'est-ce pas, quand vous démarriez, après votre carrière de footballeur, bien sûr. Oui, bien sûr, il faut le rappeler aussi. Ah bah oui, quand même. Ah non, c'est mon père qui faisait du football. On faisait un petit peu un passionné. Un passionné, voilà. On connaît le Pascal Obispo, artiste de variété. Quand je dis ça, c'est absolument pas péjoratif, bien entendu, auteur de comédie musicale, etc. Et là, on vous voit faire du reggae. Vous allez faire aussi un album de musique classique, Pascal Obispo. Exactement. Voilà, j'en parle parce que je travaille aussi à Radio Classique, grande radio. J'ai aussi eu le patron de TSF, je lui ai envoyé mon album de Big Band. Et donc ça a permis d'élargir un peu votre public? Je n'aurais jamais pu faire tout ça si j'avais été dans un espèce de système où les gens attendaient... Cataloguer Pascal Obispo. C'est-à-dire, Pascal Obispo, il faut que tu fasses, Lucie, etc. Comment développer sa créativité si tout d'un coup, vous n'êtes juste, qu'une marque, mais vous devenez en fait au fur et à mesure
qu'une coquille vide. Ah là là. C'est ça le problème de la... bien sûr. donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai essayé d'expliquer. Nous sommes des coquilles vides plus on vieillit. Et donc, en fait, cette coquille, moi, je la remplis. Je la remplis justement avec toutes les autres choses qu'on peut faire. Un musicien doit être éclectique. Moi, mon maître, c'est Paul McCartney. Il a inventé beaucoup de styles. Helter Skelter a déclenché la vague de hard rock. Il a fait des ballades, il a fait du classique. Ce que je veux dire, c'est qu'un musicien doit être ouvert à tout. Et malheureusement, quand on devient une marque, dans le système dans lequel on évolue, malheureusement, on est enfermé. C'est-à-dire que moi, si j'avais écouté ce qu'on me demandait, j'aurais fait une Sempiternelle Lucie, qui est quand même une de mes chansons emblèmes et qui est une chanson évidemment que j'adore, qui me représente. C'est lié à un événement particulier. Voilà, et bien heureusement, 97. je suis beaucoup plus large que ça, et parce que je veux, grâce à cette application, je montre d'autres choses. Et je montre le lien qu'on peut avoir justement avec les gens, avec le public en direct. Et il apprécie énormément justement cette autre façon de faire. Parce que le réseau social, c'est intéressant, mais si c'est pour voir des clashs, des couples, c'est pour voir des filles dénudées, bon, c'est bien gentil, mais en fait, le réseau social doit nous aider justement à faire autre chose. Alors, bien sûr, mais Pascal Obispo, alors, il a un certain âge, bien sûr, il a 30 ans de carrière. 56 ans. Voilà, on est de la même année, l'année 60, l'année de Jean-Luc Chétrit aussi, Voilà, qui organise cet événement. Voilà. Vous êtes des juniors. Voilà, on est des juniors par rapport à vous. Très bien. Il a une grande carrière, Pascal Obispo, derrière lui. Il a pu à faire ses preuves, nécessairement. Un jeune qui démarre, qui est passionné de musique, de chansons. Il a 22 ans, 23 ans, etc. Il a envie de percer. Est-ce qu'il peut se permettre de lancer sa propre plateforme, une sorte d'Obispo All Access, mais il n'y arrivera pas. Il n'a pas les moyens, il n'a pas la notoriété. Oui, ça peut être un petit peu compliqué, mais je pense que si on fait le choix de la liberté et de l'indépendance dès le début, c'est-à-dire qu'on s'enlève des frais supplémentaires qui peuvent vous permettre d'abord d'avoir une créativité supplémentaire, donc d'être meilleur, donc d'être différent. Si vous êtes dans une espèce de concept avec éventuellement, je ne sais pas, l'envie de suivre la mode pour être dans les algorithmes, malheureusement, vous allez être enfermé. Mais si vous faites le choix de l'indépendance totale, c'est-à-dire en montant votre propre système, maintenant, grâce à la technologie, on peut arriver directement aux plateformes. Donc un jeune ou une jeune, peu importe. Pour moi, un jeune qui se lance doit être indépendant. Ouais. Voilà, doit être indépendant parce que donc il y a de l'avenir pour lui sur une plateforme comme la vôtre, s'il la crée, je veux dire, à sa façon. Je pense qu'il y a de l'avenir pour les gens qui veulent être libres. Ils ont déjà un avenir créatif qui est supérieur à l'avenir basé sur un algorithme. Bon, alors il y en a un qui nous a écoutés avec beaucoup d'attention et il est en ligne depuis Brazzaville, capitale du Congo, où il conseille le président de la République congolais. C'est notre ami Franck Tapiro. Il est là. Bonjour Franck. Bonjour à toutes et à tous. Hello Fabrice, coucou Pascal. Voilà, je suis ravi d'être avec vous, par visio, mais ça fait quand même du bien, pour cet événement de sa marque et surtout pour le lancement de l'Access. Ouais, alors Franck Tapiro, j'ai une question. Vous avez entendu évidemment avec beaucoup d'intérêt Pascal Obispo nous présenter Obispo All Access. Quel serait, je vous pose la question, l'intérêt par exemple pour les marques de s'associer par exemple à Obispo All Access? Qu'est-ce que vous nous dites, Franck? Oui, en fait, j'ai eu la chance, grâce à Pascal, de pouvoir participer un peu au démarrage de ce projet. Et je voulais vraiment vous dire, plutôt d'un point de vue marketing, que ce projet, d'abord, c'est un projet courageux. D'abord, c'est pas un projet lucratif, mais comme vous l'avez compris, un projet créatif. Voilà pourquoi ça m'anime. Et projet courageux, pourquoi? Parce qu'il en faut du courage pour un artiste, pour retrouver sa liberté, retrouver son indépendance, retrouver sa liberté de créer, sa liberté de penser, et surtout retrouver son tempo. Pour un musicien, c'est encore plus important. Savoir quand on doit sortir une œuvre ou pas, décider de quand on doit parler au public, et de maîtriser complètement son temps quand on est un artiste. C'est ça qui recrée ce lien émotionnel. Voilà pourquoi, avec vous qui occupez la destinée de grandes marques, je pense qu'il y a un lien énorme entre l'Access et ce que vous vivez aujourd'hui dans ce contexte un peu particulier, dans un monde confiné, un monde surtout qui n'a pas le lien avec son public. Et c'est ça qui est intéressant avec l'Access, c'est de montrer qu'on peut recréer un nouveau lien avec son public en maîtrisant son contenu, en maîtrisant le tempo, et surtout en proposant justement plus de créativité. Et c'est là que ça devient intéressant pour une marque aujourd'hui, non pas de sponsoriser ou de financer l'Access, mais plutôt de participer à cette révolution, parce que c'est une révolution, ce projet est unique au monde, c'est de retrouver ce lien émotionnel qui a été perdu avec le public. Il faudra bien que ça revienne. Pourquoi? Parce que la culture, on l'a compris, ce n'est pas un produit non essentiel, mais bien une valeur essentielle dans notre ADN, fondamentale. On est français, oui ou non? Donc recréer ce lien émotionnel, voilà, je trouve que ça va être formidable pour les artistes, et formidable pour les marques, et fondamental pour retrouver
ce monde après qu'on espère meilleur que celui d'avant. Voilà pourquoi cette émotion est importante. Et puis, autre argument très important, c'est que Pascal, on parle d'être le grand patron de la scène française, de la chanson française, c'est avant tout un être d'exception. Je peux dire en tant qu'ami, je vais essayer d'être objectif, mais c'est surtout quelqu'un d'une grande humilité et d'une grande sincérité. Et les marques aujourd'hui ont besoin de ça. Sincérité, humilité, créativité, pour créer ce lien émotionnel qu'on espère tous recréer pour ce monde d'après. Voilà, je vous laisse avec Pascal, avec Fabrice. Je vous souhaite une sublime journée. J'espère que cette sublime plateforme All Access vous aura marqué. Merci beaucoup, Franck. Bonne soirée à Kinshasa. C'est Kinshasa. Non, mais on voyait Kinshasa de l'autre côté du South Congo. C'est pour ça que j'en parle bien. Il est à Brazzaville et de l'autre côté, c'est la capitale de la RDC. Merci, Franck. Alors oui, révolution. Bon, il n'est pas objectif, hein, clairement, Franck. Hein. Mais en même temps... Voilà, cette humilité, ça vous ramène de la sérénité et c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Je pense que de toute façon, en tant qu'artiste, il faut être humble depuis le début parce que, comme je vous ai expliqué, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chanson, il n'y a que des correspondances. Donc en fait, j'essaie de correspondre avec le monde que j'essaie de... J'essaie de m'adapter au monde avec la technologie, mais je pense que le monde d'après, comme dit Franck, sera... il faut qu'il soit basé sur cette émotion dont on a besoin. Et l'émotion, c'est la proximité avec les artistes. Et vous allez arriver à monétiser tout ça, à attirer des marques justement sur la plateforme? J'espère bien. En fait, mon but, c'était de présenter... Voilà, et c'est vrai que ceux qui peuvent être intéressés pour participer à cette idée... Eh bien, écoutez, voilà, on peut les abonner pour justement voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors justement, vous êtes venu avec un petit cadeau, Pascal Obispo, pour tous ceux et celles qui sont adhérents de l'Union des marques et qui sont intéressés justement de rejoindre cette plateforme Obispo All Access pour tout retrouver de la carrière de Pascal Obispo et puis de sa future carrière. 18 albums quand même en 3 mois, c'est quand même pas mal. Bon, un petit cadeau, qu'est-ce que vous faites? Vous les abonnez gratuitement? On les abonne gratuitement justement pour rentrer dans ce monde. Super. Alors il faut fouiller, parce qu'il y a beaucoup de choses. On passe pas une journée à découvrir tout parce que ça fait quand même 3 mois. Et en 3 mois, il y a beaucoup de contenu. C'est génial. Et voilà, prenez du plaisir et je pense que et prenez justement de l'émotion. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Pascal Obispo, évidemment il y a d'autres choses. Comme je disais tout à l'heure, Obispo c'est mon nom, c'est une coquille vide, mais All Access, c'est l'accès libre justement aux émotions. Voilà. Bon, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Pour l'édition 2021 merci, de Samark. Merci. Voilà, c'est un très beau cadeau, en tout cas à tout point de vue. On était très heureux de vous recevoir, toute l'équipe de l'Union des marques. Merci. Merci beaucoup. Bon retour Pascal Obispo. Merci. Voilà. Et ce dialogue renouvelé, ça va continuer justement, et vous le verrez au travers d'une étude exclusive Kantar, ce rendez-vous d'ici quelques minutes justement, sur... les marques avec lesquelles les Français ont envie de dialoguer. C'est dans un instant. Auparavant, c'est le principe de Samark, c'est de donner la parole à tout le monde. C'est de donner la parole aux marques, bien sûr, aux partenaires médias, et puis aussi aux consommateurs et aux clients. Et c'est Business Insider qui, une nouvelle fois, est allé vous tendre le micro dans les rues de Paris avec ces questions. Qu'attendez-vous des marques et comment dialoguer avec elles? On revient juste après. Oui, moi je suis plutôt satisfait de la relation que j'ai avec mon fournisseur d'accès Internet et avec la téléphonie. Quand j'ai été en contact avec eux, ça a été un peu compliqué parce que moi, mon expérience par rapport à aux personnes qu'on a au téléphone, des services après-vente, etc., c'est qu'il y a beaucoup de questions qui sont esquivées, à mon sens. Il y a parfois des problèmes sur tout ce qui peut être virement et des choses comme ça. Du coup, avec eux, j'ai tendance à aller les voir directement. Ça va souvent plus vite que de passer par le téléphone ou les emails. Dans la relation, quand c'est personne à personne, ça va, ils essayent de toute façon toujours d'être assez gentils et que ça se passe bien et tout. Ma banque, j'avais eu un souci et ils ont été très réactifs. Après, je me suis déplacée même sur place parce que c'était à côté de chez moi, mais même au téléphone, je sais que dès que je les appelle, ils résolvent le souci. Souvent, on tombe sur des gens qui aiment bien ce qu'ils font, donc tout de suite, ils savent, ils vous indiquent tout de suite
Et parfois, il y a des gens qui sont là tout simplement parce qu'il faut qu'ils gagnent leur vie, mais ça leur intéresse pas plus. À chaque fois, je suis satisfaite. Soit ils n'ont pas l'article, mais dans tous les cas, on me répond, quoi. Des grandes surfaces, généralement, il y a un accueil qui peut être très simple, très accueillant, avec des réponses qui sont apportées. Ils prennent le temps. Sur ces points-là, j'aurai toujours du temps à donner pour, oui, bien sûr, répondre à des questionnaires. Alors au niveau de la relation client aussi, souvent il y a des petites enquêtes de satisfaction. En général, je réponds. Ce que je remarque, c'est la relation client. On est envoyé sur des plateformes avec des gens avec qui on n'a jamais eu de relation. On a l'impression que les réponses, elles sont préenregistrées. Donc, ouais, je bosserai là-dessus. Je ne sais pas comment je ferai. Je mettrai peut-être des systèmes de référence qu'on tombe au moins toujours sur la même personne. Le service client, je pense que c'est plus dans la relation qu'on va avoir avec eux et c'est plus d'être plus responsable, nous, et civil, avec les différentes personnes qui travaillent dans les magasins. Donc je pense que c'est plus du bien-être. Ouais, la relation client, évidemment, essentielle. Alors, pour prolonger cette réflexion, vous allez à présent découvrir les marques avec lesquelles les Français souhaitent dialoguer et quels dialogues sont-ils prêts à mener avec elles? Quels sont leurs canaux d'expression? Et j'ai le plaisir d'accueillir, elle est en ligne, Arielle Belisha-Hardy, la directrice générale de Kantar pour une nouvelle étude exclusive. Bonjour Arielle. Bonjour Fabrice et merci de m'avoir invité. Avec plaisir Arielle. Alors marque et consommateur, une volonté réciproque de dialoguer. Alors une première question peut-être Arielle, que signifie aujourd'hui être une marque proche de ses clients et de ses publics? Vous nous dites quoi? Alors, c'est une très bonne question. Vous savez que les marques aujourd'hui veulent à tout prix se rapprocher de leur public, de leurs clients. C'est d'autant plus vrai dans cette pandémie qui a été très difficile, douloureuse, dans ce lien rompu avec les clients, en tout cas ce lien physique. Mais la bonne nouvelle, c'est que si les marques veulent se rapprocher des clients, les clients ont très envie aussi de se rapprocher des marques. Donc, en fait, on est dans chacun a envie de faire un pas l'un vers l'autre. Alors, il y a plusieurs formes de connexion, de proximité. La première, c'est la proximité que l'on appelle directe. Comment répondre à un client, à un consommateur qui vient vers la marque. C'est donc une entrée en relation, être dans l'écoute, le feedback, personnaliser les réponses. Et puis, vous avez quelque chose de très important aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la proximité indirecte. C'est comment les marques montrent qu'elles sont en phase avec les problématiques et les attentes de leur public, qu'elles s'engagent dans des actions concrètes qui parlent aux desiderata des uns et des autres. Et je dirais qu'autour de tout ça, on a ce qu'on appelle la proximité émotionnelle, c'est-à-dire qu'il faut réussir à rendre les choses différentes d'un quotidien un peu lassant, essayer d'étonner ses publics. Je pense à un exemple très concret, Yves Rocher, qui a décidé, plutôt que de mettre un vigile à l'entrée de ses magasins, a mis une conseillère pour expliquer les mesures sanitaires. Donc, parlons de la proximité directe, qui est un enjeu clé. On voit qu'aujourd'hui, il y a une explosion des contacts digitaux et cette proximité digitale a été révolutionnaire. 52% des Français sont entrés en contact avec une marque, avec des points de contact digitaux, 46% via un email, 41% via un site web, 26% via les réseaux sociaux. C'est bien plus évidemment que les moyens offline. Et on a parlé de cette proximité indirecte qui doit surtout ne pas être négligée par les marques. Les marques souhaitent de plus en plus être en contact avec les clients, mais les clients aussi. Et vous savez qu'aujourd'hui, 84% des clients, des consommateurs, sont prêts à aider les marques à s'améliorer et 27% se disent même totalement prêts à les aider. Oui, alors justement, Arielle, sur quel thème les consommateurs attendent les marques et sont prêts à les aider à progresser? Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs thématiques. Il y a l'idée d'aider les marques à mieux innover. Il y a l'idée de les aider aussi à améliorer leur relation client. On vient d'en parler, et notamment cette relation toute neuve qui a explosé, qui est la relation tout digitale ou très digitalisée. Ils ont aussi très envie de les accompagner dans les circuits courts
comment rendre ces marques plus opérationnelles sur des circuits courts, des circuits très ancrés dans le local. J'ai envie de dire, aujourd'hui, les clients sont prêts à accompagner les marques sur beaucoup de sujets. En tout cas, quand ils nous citent les marques qui les intéressent particulièrement, ce sont en majorité des marques françaises. Et pour beaucoup, ce sont des marques qui sont ancrées dans leur quotidien. On peut parler des marques issues de la distribution, Carrefour, Amazon, Leclerc, des marques de la mode comme Nike, Adidas, Decathlon, et évidemment celles qui nous ont accompagnés tout au long de cette longue période, que sont les marques de l'alimentaire, et j'ai envie de citer Nestlé, Danone. Ouais, Ariel, j'ai encore une question à vous poser. Les consommateurs ont-ils segmenté les marques en fonction des thématiques? Quels sont les thèmes porteurs, quelle que soit la marque, et ceux, quelque part, qui sont affectés à une marque en particulier, Ariel? Alors, vous avez des thématiques qui sont très intéressantes et qui transcendent l'univers de chacune des marques, que sont l'environnement, la traçabilité, les circuits courts, tout ce dont on a parlé. Ce sont vraiment des thématiques aujourd'hui où quasi toutes les marques sont attendues. Mais les clients, les consommateurs, les différents publics ont des attentes très spécifiques en fonction de l'univers de la marque, en tout cas ce qu'elles savent, qu'elles sont capables, sur lesquelles elles sont capables d'agir. Je dirais qu'on a dans l'univers des services, Darty, SFR, Orange, SNCF, sont très attendus sur ce qu'on appelle la relation client. Sur les conditions de travail, qui sont des enjeux énormes pour les marques, notamment certaines, Zara, Amazon, Cdiscount, donc vous voyez tout l'univers de la mode et de tout ce qui est online comme distribution, ce sont vraiment les conditions de travail. Sur la santé, donc ce fait de société, on a tout l'alimentaire qui est attendu comme Coca-Cola, Danone, mais vous avez aussi une marque par exemple comme Yves Rocher qui en a fait son ADN, et ça depuis le départ. Vous avez les circuits courts et locaux que la grande distribution doit vraiment occuper, comme Intermarché, Leclerc, Auchan, et puis l'innovation, parce que les clients sont aussi très intéressés par l'innovation technologique. Et je dirais que là, on attend plutôt des marques comme Samsung, Sony, voire l'automobile avec toute la technologie embarquée comme Renault. Au final, ce qui est important, c'est que les consommateurs sont très investis dans ce dialogue, sont prêts à aider les marques sous condition qu'ils sachent mieux ce que font les marques, quels sont leurs engagements. Et si je peux donner un conseil à l'ensemble des annonceurs, des marques qui nous écoutent, c'est vraiment faites en sorte que vos conseillers, vos collaborateurs soient très engagés dans ces démarches pour montrer que leurs propres entreprises ont des discours encourageants et tiennent toutes ces thématiques qui sont si importantes pour les publics. C'est eux qui seront les meilleurs vecteurs de vos engagements et des actions concrètes que vous menez. Voilà, bon, en tout cas, c'était très positif. Merci, un grand merci à vous, Ariel Belisha-Hardy, la directrice générale de Kantar, qui accompagne donc cet événement donc de l'Union des marques, sa marque édition 2021, avec ses études exclusives et fort passionnantes. Tiens, si vous voulez réagir, n'hésitez pas, hashtag sa marque 2021. Et puis n'hésitez pas aussi à continuer à poser vos questions à nos invités. Une nouvelle table ronde d'ici 10-15 minutes à peu près. Alors, on va parler d'amour. Oui, on va parler d'amour. N'oublions pas l'amour. C'est dans un instant avec Céline Bouvier. Mais elle n'est pas seule, on va la retrouver pour une nouvelle grande interview. Et pour cette nouvelle grande interview autour des dialogues que peut nouer un distributeur, là pour le coup, avec ses publics, consommateurs, fournisseurs, adhérents. Céline, vous vous trouvez avec Anne-Marie Gauthier, directrice marketing et communication de Intermarché. Et puis à distance, Anne Sainte-Marie, elle est adhérente Intermarché, chef d'entreprise depuis plus de 20 ans chez Intermarché. Elle dirige elle-même 4 supermarchés. C'est à vous, mesdames. Merci Fabrice. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour. Anne est au Portugal, elle est dans ses magasins, au plus près des clients. Alors, on va parler ensemble de proximité et la première question que j'ai envie de vous poser, Anne, quand on parle de proximité, votre premier atout n'est-il pas tout simplement votre implantation ? Bah oui, bon, d'abord bonjour à tous et puis merci pour ce partage. Oui, effectivement, chez Intermarché, nous avons un maillage de plus de 2000 magasins et on a l'habitude de dire chez nous très simplement qu'il y a un magasin tous les 17 km.
Ça représente à peu près, pour un consommateur, une proximité entre 4 ou 5 magasins à 10 km à la ronde. Donc oui, c'est un vrai atout. Et je crois que c'est ce qu'on peut appeler vraiment la proximité. Effectivement. Alors, ça m'appelle quand même une question parce que Intermarché est aussi une très grande entreprise. En quoi cet ancrage local profite-t-il aux fonctions centrales qui sont en charge notamment du marketing ? Alors, d'abord, notre modèle est quand même très spécifique. Et comme disait Pascal Obispo, nous avons fait le choix de l'indépendance. Donc, nous sommes des entrepreneurs indépendants. Et puis, à la différence des groupes intégrés, nous sommes sur le terrain. Nous sommes en permanence sur le terrain. Moi, je commence ma journée à 7h du matin, je la finis à 8h, je suis avec mon client parce que tout simplement, nous sommes dans nos magasins. Donc, forcément, une proximité à la minute, à la seconde. Et puis, il y a ce modèle qu'on parle très souvent chez nous, en tout cas chez les indépendants, qui est le tiers-temps. Je dédie un tiers de mon temps, un tiers de ma semaine, c'est-à-dire 2 jours, avec une directrice marketing qui est à côté de vous, puisque je m'occupe du marketing. Et donc, cette co-gestion des fonctions centrales fait que nous avons une réactivité à la minute entre ce que se passe sur le terrain avec nos consommateurs, ce qu'ils nous demandent, ce qu'on voit, et comment on peut réagir au niveau régional, national, et puis dans tous les domaines, notamment la communication. Donc, c'est extrêmement efficace. Et puis, ça s'est bien vu avec l'année terrible qu'on vient de passer du Covid. Notre réactivité, grâce à notre modèle, a été quand même exemplaire. D'abord pour protéger nos collaborateurs, parce qu'il fallait quand même une politique aussi globale et puis efficace. Et puis, après, on a pu réagir vraiment sur le terrain en termes de solidarité, soutien aux filières, aux soignants, aux étudiants, voilà. Et aussi, on a pu évidemment le dire, puisque nous l'avons fait, et puis nous l'avons réellement fait, parce que sur le terrain, il y avait des besoins qu'on a tout de suite identifiés en tant qu'adhérents et gens qui sont, comme on dit souvent, et toujours sur le carrelage. Et c'est impressionnant qu'on parle effectivement du Covid. On peut rappeler qu'Intermarché a été la première marque de la distribution à communiquer à un moment où beaucoup se posaient la question de savoir si c'était pertinent de le faire avec le risque d'être taxé d'opportunisme. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les résultats et comment vous observez justement ces décisions importantes que vous avez su prendre très rapidement ? En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est continuer à investir même pendant la crise, parce qu'il y a beaucoup de marques qui se sont désinvesties. Et c'est une erreur, c'est pendant les crises qu'il faut communiquer et montrer notre soutien. D'abord, notre soutien aux consommateurs, parce qu'on a eu toute une politique de prix baissée et bloquée. Mais par ailleurs, on a eu aussi toute une politique de communication. On a ajusté toute notre communication pour soutenir les filières agricoles en difficulté, que ce soit l'asperge, la fraise, après la mâche, mais aussi soutenir les magasins qui ne pouvaient plus vendre, par exemple les libraires. Donc on a fait une campagne qui s'appelait « Désolé Amazon » pour justement dire, voilà, il faut encourager les libraires et nous on les encourageait de venir vendre sur notre propre plateforme. Et puis on a aussi eu un soutien pour les étudiants, donc montrer cette solidarité par rapport à toutes ces communautés, à toutes ces personnes qui étaient en difficulté, donc c'était important pour nous. On a ajusté aussi notre ton. Il était important de ne pas fanfaronner, donc on a essayé d'avoir un ton juste. On peut, par exemple, parler de la campagne qu'on a fait pour les soignants à la fin de l'année. Donc c'était toute une campagne qui remerciait les soignants qui ont été formidables sur le terrain, sur le front. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Alors justement, Obispo parlait d'émotions. Nous, c'est un peu notre caractéristique chez Intermarché, c'est on fait des films très émotionnels, mais pas que. On fait des films émotionnels pour parler du mieux manger, mais quand il s'agit de parler de prix ou de parler de soutien, là on est très factuel justement, on a une écriture beaucoup plus factuelle, beaucoup plus discrète, j'ai envie de dire, humble, pour dire voilà, on est là aussi dans ces moments difficiles. Et alors, comment ça s'est traduit en chiffres ? Aujourd'hui, on vient d'avoir les derniers résultats de l'étude Ipsos et Posternak qui montrent qu'on est la deuxième marque en termes d'image. La première marque des Français, c'est Peugeot. La deuxième, c'est Intermarché. C'est remarquable. Donc, on a gagné 4 points. D'efficacité, voilà. Voilà, on a gagné 4 points depuis novembre. Donc, on grimpe doucement mais sûrement. Parce que je pense qu'on a trouvé ce ton juste et on aborde les sujets qui intéressent les Français. Et le deuxième point, c'est aussi, pendant la crise, on a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. On a fait beaucoup de posts tutoriaux, comment faire sa lessive, comment occuper les enfants, comment faire des recettes, etc.
Et résultat des courses, là pareil, un bilan chiffré, c'est que les derniers chiffres de Facebook, on est la première marque en GSA en termes d'interaction. Vous savez, c'est le taux d'engagement, le nombre de est-ce que j'ai partagé, est-ce que j'ai commenté, est-ce que j'ai liké. Et ça, on est number one sur la GSA et largement devant toutes les autres enseignes qui ont des communautés beaucoup plus larges que nous. Donc, on est très, très fiers de ces résultats. Un très beau score et finalement, on peut se dire qu'il n'y a pas que les startups qui sont agiles. La preuve, c'est que dans vos modes de fonctionnement, vous avez réussi à vous appuyer sur cette proximité avec les magasins pour décider très rapidement, agir, et vous avez du coup le fruit de cette agilité. Alors, quand on parle de proximité, on pense évidemment aussi à l'approvisionnement. En fait, on l'a beaucoup évoqué ce matin et ça a été à nouveau mentionné. En introduction, les consommateurs en fait sont à la recherche de produits Origine France déjà depuis un certain temps, mais la crise a montré que finalement on avait envie d'être sûr qu'on pouvait s'approvisionner dans un périmètre beaucoup plus restreint. Comment vous abordez ces questions pour satisfaire ces attentes et est-ce que vous observez effectivement dans les comportements d'achat une évolution dans ce domaine ? Oui, tout à fait. En effet, la première chose à noter, c'est qu'on est un business model tout à fait différent parce qu'on a nos propres, ce qu'on appelle unités de production, c'est-à-dire on a nos propres usines. Et donc, ce qui veut dire qu'on peut tracer, on peut améliorer nos recettes et on est au plus près, on est du Made in France, clairement. La deuxième chose qu'on a fait aussi, c'est le Franco-Score. On était le premier distributeur à dire, bon, voilà, le Made in France, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, et si on veut vraiment soutenir l'agriculture, eh bien, il faut que nos matières premières soient issues de matières premières françaises. Et donc, on a inventé ce Franco-Score qui indique le pourcentage de matières premières françaises sur nos produits. Donc ça, c'est aussi une façon de soutenir l'agriculture française. Et dans la démonstration du local, on a toute une démarche de producteurs d'ici, c'est-à-dire qu'on va identifier tous les producteurs d'ici, locaux, qui sont à moins de 70 km d'un magasin. On va les référencer, on va les prendre en photo, on va les mettre en avant dans nos magasins. Donc, pour nous, c'est extrêmement important de jouer la carte du local. De toute façon, comme disait Anne, on a plus de 1800 magasins, un magasin tous les 17 km, donc il faut qu'on joue la carte locale, c'est indispensable. Alors un autre sujet sur la proximité, c'est bien évidemment la façon dont on interagit avec les clients. Alors il faut que je vous avoue que dans le monde de la grande consommation, beaucoup de directions marketing sont très jalouses de vous parce qu'en fait vous avez non seulement beaucoup de données, à la fois sur les données magasins, on l'évoquait, une proximité à vos clients, mais aussi des données sur leur consommation de communication et puis aussi sur leurs achats. Donc j'imagine, et je me fais le porte-parole, en quoi ça modifie vos stratégies d'interaction? Comment vous profitez de toute cette matière pour faire évoluer vos stratégies de communication? Alors pas que de communication, de marketing. Toutes ces datas nous permettent de comprendre quelles sont les attentes des clients sur nos recettes. Je vous ai dit, on a nos propres usines, donc on fabrique nos propres céréales, nos propres gâteaux, etc. Donc on est dans un énorme projet d'amélioration de toutes nos recettes. On parle de 6000 références alimentaires qu'on est en train d'améliorer. Donc c'est fabriqué en France dans nos usines, mais avec la farine française, sans additifs, sans huile de palme, par exemple. Là, on est en train de lancer toute notre gamme de pain de mie Chabrior avec tous ces éléments enlevés. Donc ça, c'est fort de toutes nos datas. On a pu identifier quelles étaient les attentes consommateurs. Donc c'est une façon dont on traduit ça sur le marketing produit, mais on le traduit aussi pour ce qu'on appelle la digitalisation des prospectus. Pendant le Covid, on ne pouvait plus distribuer nos prospectus. Donc il a fallu quand même, d'une façon ou d'une autre, pousser la bonne offre au bon endroit, à la bonne personne, dans la bonne zone de chalandise. C'est toutes ces datas qui nous permettent de faire ça. Et puis, on vient de lancer une appli qui s'appelle Consomieux, qui permet, comme Yuka, de scanner les produits et de voir les scores, et on fait des scores personnalisés, c'est-à-dire qu'une fois de plus, les clients nous disent, moi, ce qui est important pour moi, c'est le Made in France, ou c'est qu'il n'y ait pas de gluten, ou voilà, et donc la personne, le client peut personnaliser son score, et du coup, on va lui donner le score personnalisé sur tous les produits qu'il va scanner dans le magasin. Et alors, ce sera ma dernière question, justement. De votre point de vue, où est le bon point d'équilibre entre une communication ou des actions grand public et
une personnalisation ou une hyper-personnalisation? Comment vous envisagez les choses? C'est tout cet équilibre entre des grands films qui sont pour le coup pas du tout drivés par des algorithmes et de la data. Là, c'est de la pure émotion. Et si vous connaissez nos films, voilà, voilà, c'est l'émotion pure, c'est des moments ressentis, c'est toujours avec une musique qui nous porte et qui porte ces grands messages et qui donne envie aux Français de mieux manger. Et puis derrière, la data très personnalisée, c'est justement face au trop de promos, c'est de pousser la bonne offre qui va m'intéresser moi, plutôt que qu'on me raconte une promo sur les scies sauteuses pour moi, par exemple. Moi, les scies sauteuses, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc voilà, c'est de bien pousser les bonnes offres au bon moment, mais sur les grands messages sociétaux, sur les grands messages du mieux manger, là, c'est la pure émotion. Et alors, quelles sont, allez, dernière question. On voit que vous avez fait énormément de choses, énormément de progrès. J'imagine que vous avez aussi encore des défis à relever. Ce serait quoi, en fait, les prochains défis à relever? On en a tous les jours des défis. Mais évidemment, notre challenge, c'est toujours encore plus de responsabilité, plus de produits anti-gâchis. Donc ça, c'est une obsession. J'ai envie de dire qu'il y a d'autres challenges. Et là, je reprends ma casquette marketing et communication. On arrive dans un monde sans papier, et tant mieux d'ailleurs. Donc, il faut se préparer à ce monde sans papier, sans prospectus. Donc, quand on sait que l'importance des prospectus pour un distributeur, donc c'est pour ça qu'on fait plein de tests sur la digitalisation des prospectus. Mais qui dit digitalisation dit beaucoup plus de data, et on se confronte à un autre challenge, le cookieless. Donc, le paperless, cookieless, voilà. Trop de less. Très bien. Eh bien, écoutez, Anne-Marie, merci beaucoup. Anne, merci également pour votre intervention à distance. Et on aura le plaisir de vous retrouver très bientôt. Bon après-midi. Merci à tout à l'heure, Céline. Merci Anne-Marie Gauthier. Merci Anne-Marie. Et Anne-Marie, continuez avec vos films émotionnels. Ils sont magnifiques. Hein. Franchement, on les aime beaucoup. Merci. À très bientôt. Intermarché, qui a donc su dialoguer avec ses clients. Là, on vient de le voir tout de suite. Bien sûr, on a tiré. Tiens, comment gagner, comment perdre des clients? La réponse, elle est peut-être dans le messy middle, dont les mystères ont été percés par Google. Et avec nous pour sa marque 2021, Sébastien Missov, vice-président managing director France de Google, et Baptiste Tougeron, Research Management Ad Effectiveness spécialiste Europe du Sud pour Google. C'est à vous, ils sont en ligne. Depuis un an, la nécessité nous a amené à changer nos usages et on a vu cette accélération dans les usages, en particulier liés à ceux du numérique. Certains des objectifs qu'on s'était fixés sur les 5 prochaines années ont été réalisés en 5 mois. Donc, on parle d'une extraordinaire accélération. Une accélération qui soulève un certain nombre de questions. Pour les marques en particulier, comment s'adapter, comment prioriser un certain nombre de chantiers pour 2021, pour les années qui viennent. On pense à 3 chantiers en particulier qui vont être absolument importants cette année. Le premier chantier est lié aux insights. Dans un monde qui change très rapidement, ces insights, ces données nous permettent de mieux comprendre les parcours des utilisateurs, des clients en temps réel. On parle d'un messy middle aujourd'hui. On voit que pour certains parcours d'achat, il y a plus de 140 points de contact. Et on a donc vraiment besoin d'arriver à capturer tous ces insights en temps réel pour mieux comprendre les usages et prendre les bonnes décisions. Le deuxième grand enjeu est lié aux organisations. Le fait que de plus en plus de ces insights, de ces données arrivent via les outils du numérique est une opportunité pour centraliser ces données, mieux les comprendre, mieux les analyser et ensuite les repartager au plus près du terrain avec les différentes équipes. Donc ça soulève vraiment une question d'organisation sur les équipes qu'on veut mutualiser et là au contraire où on veut mettre beaucoup plus d'autonomie. Et puis le troisième grand enjeu est de trouver l'équilibre entre une demande de plus en plus forte des utilisateurs sur des sujets de vie privée, de protection de leurs données, tout en s'assurant qu'il y ait un écosystème qui marche, financé autour de la publicité et qui permette de se développer. Et ce troisième enjeu, de trouver cet équilibre, est absolument clé. Alors, au cours des 3 dernières années, on a décidé d'analyser en profondeur le parcours d'achat en ligne
à travers le prisme des sciences comportementales. Ce sont des sciences fascinantes, mais qui sont encore trop peu utilisées dans notre secteur. Et après une longue phase de recherche, d'observation de panels consommateurs et de simulation, on est parvenu à construire un nouveau modèle qui nous semble décrire de manière plus réaliste les nouveaux comportements d'achat. Alors dans ce modèle, il y a tout d'abord l'exposition, qui représente en quelque sorte la notoriété de marque, si on fait référence à notre bon vieux concept marketing d'entonnoir, et qui est finalement une notion qui va influencer notre parcours d'achat en continu. Pas uniquement au début du processus, mais tout au long du parcours d'achat, qui n'est évidemment pas linéaire. Ensuite, les consommateurs vont disposer d'une multitude d'informations ou de choix. On peut citer les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les comparateurs de prix. Ce sont toutes ces options et toutes ces informations réunies qu'on appelle le messy middle. Il se situe exactement entre le facteur déclencheur, tiens, je vais m'acheter une paire de baskets parce qu'elles sont trouées, et l'acte d'achat. Et cet entremêlement, on l'a codifié sous la forme, sous deux modes mentaux. Lorsque vous êtes en pleine recherche d'un produit, vous êtes soit en mode exploration, vous ajoutez des marques et des produits à votre ensemble de considérations, soit vous êtes en mode évaluation et vous adoptez alors une approche réductrice et vous commencez à filtrer vos choix. Mais comme les options sont multiples, on est souvent incité à revenir en mode exploration. Et comme vous le voyez dans notre modèle, ça peut créer une boucle infinie qui parfois n'aboutit pas toujours à un achat. Et puis, finalement, la dernière partie de ce modèle concerne l'expérience du consommateur, que ce soit juste avant, pendant ou juste après l'acte d'achat. Et cette expérience aura une influence vraiment très forte sur le prochain achat du client. Alors, au cours des 50 ou 60 dernières années, énormément de spécialistes ont élaboré de nombreux différents principes de sciences du comportement. Il y en a à peu près 300 qui ont été découverts et qui établissent comment nous nous comportons en tant qu'être humain. C'est vraiment une science fascinante. Mais pour notre analyse, on a décidé d'en sélectionner 6 facteurs d'influence ou biais cognitifs qui correspondent particulièrement à l'espace que nous avons appelé le messy middle. Alors, par ordre d'importance, sur le marché français, on a tout d'abord les normes sociales. C'est vraiment le facteur le plus déterminant dans ce parcours en ligne, et il concerne la façon dont on interprète les points de vue et les opinions des autres. Concrètement, c'est les avis clients, les avis consommateurs. Le deuxième facteur le plus important sont les avantages produits, ou on appelle ça aussi les heuristiques catégorielles. Ça, c'est mon préféré, parce que c'est finalement votre produit qui va jouer un rôle extrêmement important dans ce parcours. Et heureusement, j'ai envie de dire, surtout s'il répond parfaitement aux besoins des consommateurs. J'ai en tête par exemple la marque Dyson qui fait des communications qui mettent en avant certaines caractéristiques, certains critères très spécifiques de leurs produits, qui ne parlent pas nécessairement à tout le monde, mais qui correspondent à des attentes bien précises de leurs clients cibles. Sur ces critères-là, s'ils sont bien mis en avant et bien choisis dans leur communication, qui permettront peut-être à ce client potentiel de s'orienter vers le site de la marque et non vers le site d'un de ses concurrents. Ensuite, un autre facteur, c'est le pouvoir de la gratuité. Qui n'aime pas les cadeaux? Et en fonction de l'offre, votre cerveau sera évalué si l'investissement en vaut la chandelle. Un autre facteur d'influence, c'est le biais d'autorité. Lui est très similaire aux normes sociales. La seule différence, c'est qu'il provient d'une seule source, d'une seule personne, et non de nombreux individus. Et par exemple, les influenceurs vont pouvoir rentrer dans cette catégorie. Ensuite, on a le pouvoir de l'instant. Si je sais que je peux avoir dès maintenant un article que je souhaite acheter, il est fort probable que j'ai un grand intérêt à acheter ce produit. Et puis finalement, le dernier, c'est le biais de rareté. C'est le fait que plus le stock d'un produit s'amenuise, plus nous le désirons. Et en termes d'exemple, on peut parler de la marque Lidl qui a parfaitement su s'approprier ce concept, par exemple, avec ses offres de produits limités. Pour les marketeurs, il y a vraiment 4 points clairs à retenir, à notre avis. Le premier, ça consiste à assurer la présence de la marque. Apparaître dans le messy middle au bon moment,
ça peut vraiment avoir un impact réel sur le résultat du processus décisionnel. Le deuxième point clé concerne l'utilisation intelligente et responsable des principes de ces sciences comportementales. Et ça, c'est vraiment important. Il s'agit vraiment d'aller chercher à améliorer ces facteurs pour votre marque, grâce par exemple à la qualité de votre produit, à l'expérience d'achat sur votre site en ligne, à votre offre promotionnelle ou à votre service client. Ça dépend vraiment de vous d'améliorer ce parcours d'achat et de votre produit. Le troisième point, lui, consiste à combler cet écart entre le facteur déclencheur et l'achat. Plus les marques parviendront à simplifier ce parcours d'achat, plus elles gagneront des clients. Et puis, le dernier critère, qui peut sembler évident, mais qui est vraiment important, c'est de proposer une bonne expérience utilisateur. Finalement, si le chargement de votre page est trop lent ou si la navigation n'est plus intuitive, eh bien, vous donnez au consommateur l'excuse parfaite pour aller voir ailleurs. Finalement, avec ce nouveau modèle, on espère vraiment que nos clients et partenaires auront une meilleure approche de leur stratégie de communication en appréhendant le mieux possible ce Messi Middle. Et au-delà de la théorie et au-delà de cet intérêt autour de cette approche, l'une des solutions que nous on propose de mettre en place à nos clients et partenaires sont par exemple des A/B testing qu'on va réaliser sous différents angles. Mais il existe encore plein d'autres possibilités qui ont pour but d'optimiser la présence des marques tout au long de ce Messi Middle. Eh bien voilà, merci beaucoup Baptiste, merci Sébastien, merci à tous les deux. On continue évidemment. Et on l'a vu au travers des premiers échanges de cet après-midi, cette seconde partie donc, de l'édition 2021 de Sa Marque, la proximité, atout essentiel pour entretenir un dialogue constructif et efficace également. Alors comment les marques choisissent-elles aujourd'hui de faire évoluer leur modèle, leur communication pour renforcer le dialogue et puis la confiance, bien sûr, on parle beaucoup de confiance, dont les publics sont en attente. Et j'ai retrouvé ma complice de la journée, Céline Bouvier. Quel plaisir, Céline, voilà, qui co-anime donc ce rendez-vous Sa Marque 2021. On attend toujours vos remarques, hashtag Sa Marque 2021 et vos questions. Voilà, les tablettes sont prêtes. Il y a eu beaucoup de gens qui ont salué les superbes campagnes pour Intermarché. Oui, ils attendent la prochaine, vos invités d'ailleurs, précédentes. c'est pour Anne-Marie. Ouais, exactement, Anne-Marie Gauthier qui était avec nous tout à l'heure, qui était juste passionnante. Alors, nos grands témoins réunis pour cette table ronde. À mes côtés, il y a Nathalie Dinis-Clémenceau. Bonjour Nathalie. Directrice générale adjointe commerce à France Télévisions Publicité. Alice Holzman, bonjour. Bonjour. Directrice générale de Ma French Bank, la banque 100% digitale de la Banque Postale. Et puis en ligne avec nous, Amélie Poisson. Bonjour Amélie. Bonjour à vous. Directrice marketing client et marque de La Redoute. Je précise encore une fois, pour ceux et celles qui nous regardent sur le plateau, nous ne portons pas de masque car nous sommes suffisamment espacés, que ce soit avec Nathalie en ce qui me concerne, ou avec Céline. Alice, n'en parlons pas. Et Amélie, elle est, je ne sais pas où, mais elle est très très loin de nous en tout cas. Voilà, on va commencer, tiens, par qui? Alice peut-être? Oui, j'ai une première question pour Alice. Alors, la Poste rime avec proximité. Ma French Bank, c'est néobanque. Comment vous réconciliez cette idée de la proximité qui souvent est associée à l'humain, quand on parle de la Poste, avec les services digitaux d'une néobanque? C'est une très bonne question. Alors, Ma French Bank, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde nous connaisse, c'est en effet une nouvelle banque digitale, filiale à 100% de la Banque Postale, donc qui fait partie du groupe La Poste, qui a été lancée en juillet 2019, donc on n'a même pas 2 ans, plus de 300 000 clients, et qui bien évidemment respecte tous les standards des néobanques. Je peux tout faire sur mon mobile, je peux suivre mes dépenses en temps réel, j'ai un classement de mes dépenses, je n'ai pas de frais quand je suis à l'étranger, mais qui a vraiment une spécificité, c'est conforme à l'ADN postal, c'est la proximité. Alors comment ça s'est traduit? Déjà le premier point, c'est une proximité physique. La Poste, elle fait partie du patrimoine des Français, elle est partout en France, sur tout le territoire. Et en l'occurrence, Ma French Bank est présente dans 3000 bureaux de poste. Donc vous pouvez ouvrir un compte très simplement en allant dans un bureau de poste. Et là, c'est le chargé de clientèle, ceux qu'autrefois on appelait des guichetiers, qui va pour vous ouvrir votre compte à partir d'un petit outil, c'est le Smarteo. En gros, c'est un gros smartphone. Et en moins de 10 minutes, eh bien, votre compte est ouvert et vous sortez du bureau de poste avec un compte bancaire et une carte bancaire. Premier point vraiment de différence par rapport à beaucoup d'autres néobanques, c'est cette présence physique. Et on y reviendra, mais c'est très rassurant.
Le deuxième, c'est bien évidemment une proximité relationnelle. Et je pense qu'il est très important de ne pas opposer l'humain et le digital. Alors quand je dis proximité relationnelle, c'est beaucoup dans l'usage qu'on va le retrouver. Donc un point important, on s'est attaché à parler de façon très simple. Et ça, c'est aussi notre ADN postal, la simplicité. Donc on n'est pas dans le parcours client, dans l'interface, dans l'UX. Bien évidemment, c'est la façon dont on me parle, mais c'est la façon dont moi, individu, je suis mes comptes. Donc c'est pas techno, c'est pas du jargon professionnel, c'est vraiment très direct, très simple. On s'est vraiment attaché à vraiment travailler toute cette logique. Et puis j'ai envie de dire, elle s'exprime aussi dans notre marque, quand on s'appelle Ma French Bank, on en parlait tout à l'heure, le Made in France, ce côté proximité sociétale, très incarné par la Poste en tant qu'institution, mais aussi incarné dans ce qu'on est. Alors, Ma French Bank, on a joué à la fois sur le côté français, et puis avec ce petit clin d'œil, c'est la banque qui est à moi, elle est sérieuse, on est une institution, c'est la Banque Postale, mais on ne se prend pas complètement au sérieux. Donc ça, ce petit côté connivant, qui lui aussi est un élément de proximité. Alice, 2 ans d'existence, même pas, puisque ce sera en juillet, 300 000 clients, on peut ouvrir les comptes dans 3 000 points de vente. Pourquoi avoir décidé de créer une néobanque? Alors cette néobanque, et je vais revenir d'ailleurs sur la proximité. La proximité, on l'a dit, c'est comprendre les consommateurs, comprendre les Français, comprendre leurs attentes. Et on a cette attente, et vous le disiez vous-même quand on discutait en aparté, c'est vous suivez vos comptes sur votre smartphone. Les nouvelles générations, de plus en plus, elles ont envie de pouvoir tout faire sur leur smartphone. Alors les anciennes de plus en plus, j'ai envie de vous dire, voilà, elles s'y mettent, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, très souvent, les nouvelles générations préfigurent les usages qu'on va tous avoir progressivement. Mais ce côté, je peux tout faire, je veux une relation très simple, très directe, je veux pouvoir ouvrir mon compte, certes en bureau de poste, je viens d'en parler, mais aussi en digital. Donc il y avait ce côté, là aussi, en quelques minutes, de l'ordre de 10 minutes, vous pouvez, vous tout seul, sur votre tablette, votre smartphone, votre ordinateur, ouvrir un compte. Donc pour la Banque Postale, il y avait un vrai intérêt à se dire, on a certes la Banque Postale avec sa présence sur tout le territoire, sa capacité de conseil, d'accompagnement dans les projets des clients, toutes ces valeurs qui sont très incarnées, mais il y avait nécessité de se dire, j'ai un petit véhicule léger avec en effet cette marque un peu différente qui me permet en particulier de séduire une clientèle plus jeune, de rajeunir finalement notre capacité de conquête. Et je vous citerai juste un élément, 60% des clients de Ma French Bank, en l'occurrence, ont moins de 38 ans. Et 75% d'entre eux n'avaient pas de compte courant à la Banque Postale. Donc on voit bien qu'il y avait un intérêt pour le groupe à se lancer dans cette initiative. Et puis je crois que c'est aussi une source d'agilité, d'apprentissage pour le groupe. On revient à cette importance d'apprendre. Tout à fait. Il y a ce côté, vous avez un petit véhicule léger. Donc cette marque, elle a l'avantage de pouvoir être plus réactive, plus souple. On peut apprendre des choses qu'on va pouvoir généraliser dans un deuxième temps au niveau de la Banque Postale. Et ça, c'est important pour nous tous. On voit bien que cette capacité de test and learn, de j'expérimente, je vois, je suis capable de faire un pas en arrière, mais quelque part pour une banque comme la Banque Postale, c'est plus compliqué. Vous avez finalement toute une clientèle déjà à gérer efficacement, j'ai envie de dire jour après jour. Ma French Bank, 300 000 clients, c'est déjà très bien, mais ça reste tout petit. Et donc, ça permet beaucoup plus de réactivité, de tests, d'avant-première sur un certain nombre de sujets. Et alors, en quoi, puisqu'on est sur une banque digitale et qui est finalement choisie pour ça, est-ce que c'est aussi important d'avoir des appuis physiques ? Alors, l'appui physique, c'est vraiment une réassurance. Et je pense qu'on a tort de penser que les jeunes générations, en particulier dans le domaine bancaire, ne veulent plus de ce contact physique. Il y a cette nécessité finalement d'avoir un humain. La banque, c'est un univers qui, en particulier pour les plus jeunes, est encore méconnu. C'est tout un vocabulaire bancaire, je vous le disais tout à l'heure, qui paraît encore très complexe pour certains. Et donc il y a ce côté, si je me pose des questions, on va pouvoir m'aider. Alors c'est le bureau de poste, on en a parlé, mais c'est pas que le bureau de poste. C'est aussi la proximité physique dans la relation client avec, en l'occurrence, notre service client. Nous, on a un service client basé à Lille, avec en l'occurrence plus d'une centaine de personnes. Et ce sont des conseillers physiques, humains, pas uniquement des bots, des chatbots et des callbots, même si vous en avez, même si on en a, qui sont en réponse pour nos clients. Donc on a bien cette capacité à la fois à utiliser toute la technologie et tout ce qu'elle apporte, à la fois bien évidemment en termes d'efficacité pour nos clients, et puis aussi d'économie de coûts, il faut bien le dire. Mais on a aussi cette capacité d'avoir un humain quand il le faut, où il le faut, pour répondre à tous nos clients, que ce soit bien sûr les plus jeunes, mais pas que les plus jeunes. Deuxième point sur cette proximité et cet ancrage physique. Oui, on a une cible qui est plus jeune que celle de la Banque Postale en général,
Maintenant, c'est une de nos spécificités. On avait l'ambition de démocratiser la banque digitale quand on s'est lancé. Et ça a été vraiment affirmé par la Banque Postale. Donc on ne voulait pas être une néobanque qui ne cible que les jeunes urbains hyperactifs. Et cette capacité démocratique, eh bien, elle a son pendant qui est la capacité à accompagner des clients qui sont peut-être un peu moins à l'aise avec un certain nombre de services et de pratiques et qu'il faut aider. Et si je regarde aujourd'hui la clientèle de ma French Bank, je vais retrouver finalement 3 grands types de clientèle. Une clientèle, j'ai envie de dire, aux revenus plutôt modestes, qui est quand même une des clientèles qui fréquente nos bureaux de poste, qui a souvent ouvert son compte, d'ailleurs, avec l'appui d'un chargé de clientèle, et qui, elle, va apprécier particulièrement la capacité qu'on lui donne de gérer ses comptes, de suivre ses comptes en temps réel. Je suis soucieux de la maîtrise de mes dépenses, je veux pouvoir contrôler, je veux savoir quand un prélèvement arrive, je veux pouvoir tout de suite voir ma dépense, je veux pouvoir piloter tout ça au jour le jour. On a une deuxième clientèle qui va être en fin de compte une clientèle jeune au sens large, on va dire un gros 18-25 voire 18-29, jeunes, étudiants ou premier boulot. Et là, j'ai vraiment à la fois ce souci de la maîtrise qui reste très prégnant aussi chez les jeunes, ce côté simplicité, ce côté quand même pratique, moderne, tout dans mon smartphone, et puis quelques petits services communautaires qu'on a introduits, en particulier une cagnotte, un service de partage de dépenses quand je pars ou finalement pour des vacances en commun, et d'autres qui sont vraiment dans cet esprit de répondre, et on l'évoquait tout à l'heure sur le pourquoi avoir une marque différente, c'est aussi pour pouvoir introduire ces services bien pratiques. Et donc, eux aussi, finalement, c'est une clientèle qui nous plaît bien. Et puis, le troisième type de clientèle, ça va être des clients qu'on appelle multibancarisés. C'est vous et moi, pour pouvoir gérer mes achats sur Internet, pour pouvoir gérer mes dépenses quand je pars à l'étranger. Donc, je vais jouer sur 2 banques. Il faut avoir en tête que plus de 35% des Français ont aujourd'hui plusieurs comptes bancaires. Donc, au moins 2 comptes bancaires. Souvent, la banque où j'ai mes principaux actifs, ma banque qui me conseille et qui m'accompagne dans mon épargne, mon crédit, et puis ma banque d'usage, qui est la banque simple et pratique que j'ai toujours sur moi. Du coup, c'est un peu le meilleur des 2 mondes, c'est tous les avantages du digital et en même temps cet ancrage, proximité, service humain sur lequel vous pouvez vous appuyer et qui, du coup, vous permet d'arriver à une offre particulièrement intéressante. Je propose qu'on écoute Amélie de La Redoute, donc, qui est avec nous en duplex, et qui va aussi nous parler d'un service particulièrement innovant que vous venez de créer avec un nom en plus que je trouve très sympa, la Reboucle. Donc on parle là en fait d'économie circulaire. Vous avez créé une plateforme qui permet à vos clients de vendre des biens qui sont des vêtements ou d'autres typologies de biens. Alors ça a fait beaucoup couler d'encre parce qu'on se dit mais finalement en quoi ce type de service va nourrir votre proximité à vos clients. Donc, on a eu envie de vous entendre sur ce sujet. Alors, merci Céline. En fait, le sujet, il est venu, je crois que la proximité, et vous en avez parlé sur ma French Bank, c'est de comprendre l'usage des clients aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans notre métier, que ce soit finalement le prêt-à-porter ou la décoration, le poids du C2C explose. Et donc, en fait, l'année dernière, en plein confinement, début de confinement, on s'est dit qu'est-ce qui va être utile pour nos clients ? Et on s'est dit il y a 2 tendances qui vont être très importantes. La première, c'est la conscience environnementale qui était déjà là, mais qui s'accélère. Et la deuxième, le pouvoir d'achat. Donc en fait, en créant la Reboucle, qui est une plateforme où on peut vendre finalement du prêt-à-porter, de la décoration, mais aussi de la puériculture, du jouet, on aide nos clients à valoriser leur patrimoine en tant qu'objet, souvent un patrimoine qui n'est pas utilisé, et pour ensuite refaire des projets d'achat, idéalement sur la Redoute. Avec d'ailleurs une offre d'abondement qui est particulière. Oui. Puisque l'idée, on l'a conçu comme un service de fidélisation. On a interrogé nos clients. C'était pas juste parce qu'il y a des concurrents qui se développent fortement sur ce marché. Plus d'un client sur 2 soit achète, soit vend sur des plateformes de C2C. Donc, on s'est dit c'est massif. Et soit finalement, je monte dans le train et j'accompagne mes clients dans cette nouvelle consommation, soit ça passe à côté. Et du coup, on s'est dit ensuite comment se différencier, parce que l'idée on n'est pas allé on vient d'arriver, il y a des gens très matures sur le marché. Donc l'enjeu, c'était de le concevoir avant tout comme un service de fidélisation. Alors d'abord, aujourd'hui, la Redoute, on vend énormément de maisons.
Donc le C2C sur la maison est pas encore est moins mature, on va dire, que le C2C sur le prêt-à-porter. C'est des Donc produits c'est pour la intéressant maison, de se hein, et positionner. pas des maisons. Oui. Oui, mais oui, c'est évidemment. Non, je suis pas dans l'immobilier, merci Céline. Donc du coup, oui, moi quand je dis maison, c'est un acronyme, un terme. C'est évidemment tout ce qui est décoration, meubles et décoration. Et donc du coup, l'idée c'est de dire à aux clients qui revendent sur la reboucle, soit vous récupérez de l'argent en cash, soit finalement vous choisissez la carte cadeau et la Redoute abonde de 25%. Donc on est bien dans l'idée d'une boucle. Vous avez un projet d'achat, quel qu'il soit, hein, le petit grandit, on veut changer un lit, on change sa déco, son canapé, ou tout d'un coup on se met à faire du sport et on veut s'équiper en yoga, peu importe. Du coup, comment finalement je peux aider mes clients à financer leurs achats et leurs envies tout au long de leur vie. Et ça, c'est la mission finalement de la Redoute, c'est d'embellir la vie de famille et d'être utile dans tous les petits et grands moments de la vie sur l'équipement du foyer ou de l'individu. Amélie, la Redoute, je crois 180 années d'existence à peu près. Oui, c'est ça. Ouais. Vous avez l'expérience des ruptures, des transformations à la Redoute, des hauts, des bas, hein, bien entendu, comme n'importe quelle entreprise. Comment vous vous adaptez en conservant votre ADN, en restant vous-même en quelque sorte? Alors, c'est vrai qu'on a, voilà, la Redoute, quelques années, a connu des difficultés et aujourd'hui, on est reparti vraiment plein fer et on se développe très, très bien. Je pense que, en fait, quand on a commencé la transformation là, sur ces 6-7 dernières années, on a commencé la transformation en pensant technique. On a besoin d'une nouvelle logistique, on doit refaire un site internet, on doit revoir la qualité de nos collections. Donc tout ça, c'était très important, mais à un moment donné, le sujet de la transformation, c'est l'humain. Et du coup, c'était de savoir qui on était. Donc, on a fait un vrai travail de culture d'entreprise en déjà redéfinissant qui nous sommes. Et la Redoute, c'est vrai, c'est toujours adapté à la société. Elle a connu multiples développements sur une entreprise qui est patrimoniale, qui a 183 ans. Je racontais à Céline que voilà, on a créé la carte Kangourou, qui était une carte de paiement à une époque où les femmes n'avaient pas encore de compte bancaire pour faire écho à ma French Bank. Ça nous paraît délirant aujourd'hui, mais voilà. Ils ont créé le 24 heures chrono parce qu'il y avait une énorme grève postale et donc ils ont créé tout un réseau de transport alors que la notion de e-commerce n'existait pas. Voilà, donc je pourrais citer dans l'histoire de la Redoute de multiples adaptations finalement à la société. Et ce qui avait fait la grandeur de la Redoute au début, c'était d'apporter la mode dans les campagnes, à une époque où les chaînes de magasins, les malls, Co, les centres commerciaux n'existaient pas. Donc l'enjeu, c'est bien dans la pérennité de l'entreprise de toujours s'adapter et de disrupter son marché et d'être au rendez-vous. Donc pour revenir à ça, donc on a vraiment travaillé profondément sur qui nous étions et on s'est défini comme tisseur de liens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qui nous intéresse, c'est le lien entre les gens, c'est la compréhension de l'intime. Souvent, la Madeleine de Proust du catalogue, les gens nous disent « Ah, mais je m'en souviens, on a tous une histoire avec la Redoute dans son enfance », ou bien des mamans nous disent « Ça me permettait de dialoguer avec mon adolescent ». Enfin voilà, je ne vais pas vous faire 3 heures sur le sujet, mais c'est ça l'utilité d'une marque, c'est que finalement l'histoire qui reste avec la marque dépasse le produit. Et du coup, aujourd'hui, toute notre stratégie est là-dessus de recréer du lien. Donc, quand je me lance sur la reboucle, et on en parlera après, c'est un vrai challenge compte tenu des acteurs très matures sur le sujet aujourd'hui, c'est prendre des risques, mais c'est d'être aux côtés de mes clients. Et toute notre stratégie de communication, que ce soit en télévision, quand on raconte, là, notre film, on est en télévision en ce moment avec un film sur les 2 frères, où c'est le grand qui quitte la maison, on est dans l'émotion, et là, je fais écho aussi à tout le travail d'Intermarché, d'ailleurs, qui nous inspire beaucoup, parce qu'on a la même vision de la communication, d'être proche des gens et d'être dans l'émotion. Mais quand on va sur TikTok, c'est pour être proche des jeunes et créer des liens entre eux. Voilà, donc j'ai plein d'exemples et ça prendrait trop de temps. Mais tout l'enjeu, c'est vraiment
quel est le lien intime qu'on peut créer avec nos clients et quelle est l'utilité qu'on peut leur apporter. Ouais, vous savez Pour quoi, moi, c'est ça la définition de la proximité. Amélie Poisson, au moment où vous parliez, il y a eu des remarques, des réactions donc, qui nous sont arrivées. Franck Besson qui nous dit très belle récente campagne de la Redoute, les deux frères, très réussi, voilà ce qu'il nous dit. Thomas Zarouba, bravo. Et puis Andrés Menajowski, magnifique pub de la Redoute. Allez, Virginie Sapet également, magnifique film, ça n'arrête pas. Voilà, c'est un post-test en temps réel. Donc voilà, super, bravo pour les résultats. cette campagne. Ouais, donc sur le plateau, vous avez raison, Alice. Et sur le plateau, c'est partagé. Bon. Alors en quelques mots, peut-être juste quelques éléments de résultats sur le site aussi à date qui vient d'être lancé, mais aussi sur ce que ça vous apporte et comment vous suivez la contribution de ce type d'initiative. Alors, je pense que, merci à Fred et Farid pour le nom, parce que c'est vrai que il faut émerger. Ça fait aussi partie de nos métiers et il faut leur rendre la pérennité de ce nom, parce que c'est eux qui l'ont trouvé. Donc, c'est un vrai succès d'image, c'est clair, et surtout, ça met l'entreprise et la marque dans l'économie circulaire. Et on a une vision du commerce très claire de se dire les commerçants demain doivent être dans l'économie circulaire. C'est parce que c'est la vie des gens et parce que il n'y a plus besoin de faire ses preuves autour de ça, que ce soit la responsabilité sur les produits, la façon dont on fait nos métiers, la transparence vis-à-vis de nos clients, mais aussi ces nouveaux modèles. Donc ça a cette vertu. Ensuite, je ne communiquerai pas des premiers chiffres. On a beaucoup de trafic. Je pense que les gens cherchent encore à comprendre un peu la reboucle. On a à peu près 90 000, 100 000 produits publiés. C'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. En tout cas, on a beaucoup plus d'ambition que ça. Donc, les ventes démarrent. Et voilà, maintenant, on est encore pas complètement sec sur cette plateforme. L'expérience n'est pas encore suffisamment proche des très bons standards. Le standard est très haut sur ce marché. Et donc voilà, on a beaucoup de travail, mais on a beaucoup d'idées et on souhaite vraiment s'accrocher. La Redoute, aujourd'hui, on parle beaucoup des marketplaces. Nous, on l'a lancé en 2012 et aujourd'hui, c'est plus de 30% de notre business. En 2012, c'était pas grand-chose. Donc voilà, je suis confiante dans notre capacité à lancer un nouveau business et que ce soit core business dans les années qui viennent. On a tous une histoire avec la Redoute, voilà ce que vous nous disiez tout à l'heure, Amélie Poisson, et ça continue, voilà, donc Radovan, Alexis, que d'émotions, Virginie, grosse consommatrice de la Redoute pendant le Covid aussi, ça n'arrête pas, n'en jetez plus, Nathalie Dinis-Clémenceau, directrice générale adjointe, commerce, France Télévisions Publicité. Qu'est-ce que ça signifie d'aller au plus près de ses publics quand on est France Télévisions ? Alors, quand on est France Télévisions, on est le service public, donc on a une mission essentielle qui est de toucher tous les Français, quelle que soit leur tranche d'âge, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur appartenance géographique. Donc évidemment, c'est un défi immense. Donc comment fait-on pour s'assurer que finalement notre proposition éditoriale soit en phase avec leurs attentes ? On leur demande. On essaie de plus en plus d'être en connexion directe avec nos téléspectateurs et nos internautes. Et donc on les interroge au travers de grandes consultations citoyennes tous les 2 ans. La dernière date de 2020. Et ça suscite vraiment un gros engouement parce que la télévision aujourd'hui, c'est vraiment le média de proximité. Surtout en ce moment, la France est confinée. Il y a des gens qui vivent extrêmement seuls, qui sont toute la journée, ils ne voient personne. Ils sont dans leur campagne, dans leur maison. Et la télévision, finalement, c'est le seul lien social. Donc nos incarnations, nos visages, nos programmes, c'est un peu leur famille. Donc c'est extrêmement important qu'on soit en connexion et en phase avec leurs attentes. Et donc ce qu'il faut noter également, c'est que certaines consultations citoyennes ces dernières années ont suscité un réel engouement. On a eu jusqu'à 130 000 contributions. Donc c'est absolument phénoménal. Aujourd'hui, et la crise qu'on a traversée a renforcé le lien des Français avec la télé et notamment avec le service public. Aujourd'hui, un Français regarde en moyenne 4 heures par jour la télévision. C'est 20 minutes de plus qu'en 2019. Et 30% de cette consommation, 29% pour être exact, est captée par les chaînes de France Télévisions. Donc notre proposition éditoriale, elle repose déjà évidemment sur notre ancrage territorial, puisque au travers notamment de France 3 Régions, on est présent sur l'ensemble de l'Hexagone, donc on est proche de leurs préoccupations. On met aussi en avant dans nos JT les bonnes initiatives, les succès aussi qu'on peut avoir de manière individuelle sur l'ensemble du territoire. Et puis
la proximité, elle s'incarne aussi beaucoup par notre proposition de séries, de fiction. On est les champions du Made in France en termes de séries. 5 fois par semaine, on propose en prime time des séries françaises. Et je trouve que l'exemple qui illustre le plus cette incarnation et ces héros proches de nos concitoyens, c'est Capitaine Marlowe. Capitaine Marlowe, Corinne Maziero, avec sa chapka, son accent ch'ti, c'est 7 millions de téléspectateurs à chaque diffusion. Elle écrase tout sur son passage. Donc aujourd'hui, les Français... D'ailleurs, elle est passée de la 3 à la 2. Absolument, oui. Pour plus de cohérence, absolument, elle est passée sur France 2. Donc finalement, à la fois au travers de l'information, de nos incarnations, de nos visages, qui se veulent être la représentation aussi de nos concitoyens, et puis aussi au travers de toute la proposition notamment fiction, puisque nous, on est les premiers à avoir lancé ce mouvement en France de la production locale et qui rencontre aujourd'hui un très vif succès. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de questions sur l'utilité du service public. C'est une question qu'on aurait pu se poser il y a encore quelques années. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne fait plus débat. Notamment, on s'est beaucoup renforcé au travers des 12 mois qu'on vient de traverser. C'est-à-dire que France Télévisions, on est quand même un groupe de à peu près un peu moins de 10 000 collaborateurs, c'est une grosse machine, et on a fait preuve d'énormément d'agilité pour justement s'adapter à la crise qu'on était en train de traverser. Dès la première semaine, au mois de mars 2020, on a bouleversé les programmes de France 4 pour proposer d'être en soutien à l'éducation nationale, et même encore la semaine dernière, je pense que de bon nombre de parents qui doivent nous regarder ce soir se sont tournés vers France 4, parce qu'une fois de plus, on a accompagné l'éducation nationale et on a proposé à toutes les tranches d'âge de nos enfants des cours grâce à France 4. Et puis, évidemment, notre capacité, ce qui fait aussi lien aujourd'hui en France et ce qui fait cohésion en tant que Français, c'est la culture. La France, on est un pays de culture. Et en ce moment, on est très malheureux. Il n'y a plus de spectacles vivants, les salles de cinéma sont fermées, on n'a plus accès aux musées. Et France Télévisions propose, une fois par semaine sur France 5 en prime time, un spectacle vivant. Et depuis février dernier, on a lancé... Sur l'ancien canal de France. Absolument, sur le canal 19. Je vous invite à regarder cette chaîne qui s'appelle Culture Box. Et donc, tout au long de la journée, on propose du théâtre, on propose des concerts. Donc, finalement, on propose aux Français d'avoir une salle de spectacle chez eux quotidiennement. Donc je pense que la proximité aujourd'hui, elle s'illustre au travers de tout ce qu'on met en place, et puis surtout comment est-ce qu'on monitore aussi que c'est efficace ce qu'on propose en termes de programme. Et bien, en fait, régulièrement, on étudie la confiance. Aujourd'hui, on est dans une société où il y a beaucoup de défiance. Il y a de la défiance vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des politiques et beaucoup vis-à-vis des médias. Et donc, en mars dernier encore, mars 2021, donc le mois dernier, Ipsos a publié une étude dans laquelle France Télévisions était le groupe de chaînes dans lesquelles les Français avaient le plus confiance. 3 Français sur 4 font confiance à au moins une chaîne de France Télévisions. On revient du coup sur le sujet du service public et cette crédibilité. Qu'est-ce que vous faites au niveau de la régie pour aider les marques à mieux écouter les consommateurs et à travers vos audiences sur ces sujets de proximité? Alors c'est vrai qu'en tant que régie, on a une responsabilité d'aider les annonceurs avec les moyens qui sont les nôtres, d'écouter ce que les consommateurs ont à leur dire. C'est la raison pour laquelle on a lancé un nouveau marketing service au sein de la régie qui s'appelle Aquo. En fait, c'est une plateforme d'écoute active des publics qui est fondée sur l'intelligence artificielle. C'est une plateforme qui va connecter 4 typologies de data. La data conversationnelle issue des réseaux sociaux, donc en temps réel, on mesure quelles sont les préoccupations, les conversations des Français, qu'on va combiner avec la data comportementale de Kantar, la data également marque de YouGov et notre data à nous, notre data programme. Donc l'objectif finalement, c'est de permettre aux marques de se rapprocher de leurs consommateurs grâce à l'offre publicitaire de France Télévisions, parce qu'on a une conviction, c'est que le capital confiance des programmes de France Télévisions rejaillit sur les marques qui s'y associent. Alors justement, on parle beaucoup de proximité. Les services de proximité que vous avez déployés, vous, la régie, pour accompagner la communication des annonceurs en local. Vous avez beaucoup insisté sur le côté information locale, que ce soit au travers de la 3 ou des journaux que vous proposez sur les autres chaînes. Qu'est-ce que vous faites ? Alors c'est vrai que, effectivement, ça fait partie de notre ADN, déjà au niveau éditorial, vous l'avez dit, avec France 3 Région, mais également nous, en tant que régie, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on a une équipe commerciale basée sur l'ensemble du territoire, dans l'Hexagone, mais également en Outre-mer. Et donc, effectivement, on a une connaissance extrêmement fine. On a 450 clients locaux,
tous les ans qui sont adressés et vus par nos équipes en région. On a donc 17 personnes. Donc finalement, on a considérablement renouvelé aussi notre proposition de valeur pour toutes ces marques locales grâce à la télé segmentée. Vous savez qu'on a été la régie fer de lance sur le sujet. On est les premiers à avoir noué des partenariats, notamment avec Orange et Bouygues Télécom. Donc on a été les premiers à opérer les campagnes dès le mois d'octobre dernier. Et ce qu'on observe depuis le début de janvier 2015, c'est qu'on a 15 annonceurs locaux qui se sont saisis de son nouvel mode de communication pour venir communiquer sur nos chaînes linéaires, parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité du coup de communiquer de manière locale sur France 2, sur France 3 ou sur France 5. Donc ça suscite un réel engouement. Et d'ailleurs, justement, nous, en tant que régie, dans cette proximité, on essaie aussi de s'adapter à la conjoncture. Par exemple, lorsque les 16 premières régions françaises ont été confinées, on a proposé à nos annonceurs du coup, de personnaliser le message en fonction de s'il s'adressait à une zone confinée de celle qui ne l'était pas. Et on est aussi très fiers parce qu'on lance là prochainement pour la première fois une offre téléadressée qui est adossée à l'événement sportif qui est emblématique du local, le Tour de France, absolument. Et donc on proposa aux marques d'accompagner leur communication en fonction des étapes et de la zone traversée par la grande boucle. Très bons exemples de ce qu'on peut faire avec la TV segmentée qui est en train d'être adoptée et de s'approprier, parce que c'est un des enjeux aussi, c'est faire en sorte que les marques s'approprient ces nouveaux outils. Absolument. Le consommateur l'accepte aussi. Oui, voilà. Bien sûr, évidemment. C'est toujours dans le respect RGPD et de consentement du consommateur, bien évidemment. Mais c'est vrai que nous, en fait, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un réel engouement, en tout cas sur la partie des annonceurs locaux. Et d'ailleurs, grâce à la télé segmentée qui fait baisser le ticket d'entrée, on espère renouveler considérablement aussi notre portefeuille de marques. Et également, du coup, leur permettre d'avoir une publicité plus efficace, puisque du coup plus concernante et davantage personnalisée. Mais bien entendu, la télé segmentée s'adresse aussi aux grands annonceurs nationaux et ça permettra, je l'espère, aussi de renouveler aussi les codes de communication. C'est intéressant parce que je trouve qu'on a là 3 marques historiques et qui finalement se racontent avec des propositions qui sont très différentes de celles pour lesquelles on les connaissait. Donc ça montre à quel point, en fait, pour réussir aujourd'hui, la remise en cause, la prise de risque est juste indispensable, en plus de se focaliser sur cette proximité client qui est notre sujet aujourd'hui. Ce que je propose peut-être, c'est qu'on vous laisse réagir si vous avez envie de réagir à ce qui vient d'être dit, Alice. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ça rebondit un peu sur ce que vous évoquiez. Il y a à la fois cet ADN, cette puissance sur chacune des marques qu'on a évoquées, cette présence et ce capital confiance qui est essentiel. Et puis, en effet, cette dynamique nouvelle et avec aussi un point que j'entends, moi, qui est le local ou le multilocal. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à mixer la confiance de quelque chose qui est très établi, moi, je dirais presque patrimonial. Je pense qu'on peut même le dire pour la Redoute. France Télé, bien sûr, La Poste aussi. Enfin, il y a ce cœur patrimonial, ce capital confiance, cette capacité à faire du local ou jusqu'au plus près du besoin de l'individu avec cette capacité de connexion. Et j'ai envie de dire, la Reboucle le fait aussi. Et puis, cette capacité que vous évoquiez d'innovation pour aller plus loin. Amélie Poisson, on vous donne la parole. Allez-y, s'il vous plaît. Non, mais je suis parfaitement d'accord, en fait. C'est vrai qu'on est des acteurs là un peu historiques et transformer des entreprises et innover, ça fait partie de notre ADN. Et elles ont toutes prouvé qu'elles savaient innover dans le temps. Donc nous, on n'est que des passeurs et on doit vraiment garder cet ADN au cœur de l'entreprise. C'est ultra important. Et petite remarque, je suis fan de Culture Box. Je trouve que c'est génial comme initiative. Voilà, bravo pour ça. Voilà, c'est la 19, c'est ça de mémoire? Absolument. Canal 19, Canal ce soir, 19. on a un concert d'Oxmo Puccino pour ceux qui apprécient le rap. Je vous encourage à regarder. Eh ben, très bien. Oui, justement, question qu'on se pose aussi, Céline. On a parlé chacun de vos succès, bien entendu. On apprend aussi peut-être de ces échecs, de ces difficultés. Quelle expérience d'échec ou de difficulté vous souhaiteriez partager l'une ou l'autre? Qui prend la parole en premier? Vous voulez, Nathalie, oui. s'il vous plaît? Alors, je ne parlerai pas d'échec, loin de là, mais en tout cas de frustration. Je parlais à l'instant de télé segmentée. C'est vrai que nous, on y travaille depuis 2 ans. On a beaucoup investi. Les équipes sont ultra mobilisées. Je l'ai dit à l'instant, on est les premiers à s'être déployés. Et c'est vrai qu'on a senti qu'il y avait beaucoup d'engouement au moment du lancement. L'année dernière, nous, les 10 premières campagnes qu'on a lancées en novembre-décembre, mais on a eu beaucoup plus de demandes. Donc, il a fallu faire un choix. Ça n'a pas été évident. Et puis, le début d'année 2021 est arrivé. Et puis là,
plus rien de la part des grandes marques nationales. Alors, on comprend, hein, on est dans un temps aussi, il y a le contexte économique, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'attentisme, mais c'est vrai que les organisations aujourd'hui, elles ne sont pas toujours en phase, enfin en tout cas, elles sont pas, les grosses organisations manquent parfois d'agilité pour se saisir justement de toutes ces innovations qui finalement sont des opportunités, surtout en temps de crise. Et souvent, ce qui nous est reproché, en tout cas les contre-arguments qui nous sont avancés, c'est de dire, ils mettent en avant un peu tout ce qui manque aujourd'hui à la télé adressée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de 2 millions de foyers qui sont adressables, 20% de l'audience à la fin de l'année, évidemment, mais c'est une innovation, c'est une nouveauté. Donc l'intérêt, c'est de tester, de regarder, de faire un retour d'expérience. Donc voilà, et je trouve qu'effectivement, depuis, en tout cas janvier 2021, c'est plutôt les petites marques, les marques locales, qui s'en sont saisies, parce qu'effectivement, peut-être qu'elles étaient plus agiles et plus réactives. Amélie, partagez peut-être un échec, une difficulté. On en a tout le temps. Enfin, des échecs, on essaye des trucs, ça ne marche pas. Je pense que là où j'ai beaucoup de chance, c'est que quand on est dans une entreprise qui a été en mode survie, on n'a plus peur de rien. Et en fait, le droit à l'échec, le droit à l'erreur est très important si on veut innover. Donc, je sais que tout ça, vous le savez, etc. Mais le sujet, c'est de le vivre. Et d'être suffisamment en confiance avec ses équipes pour dire ok, tu y crois, tu y vas, et puis voilà. Après, je vais pas lister tous les échecs qu'on a pu avoir dans notre transformation, il y en a plein, sincèrement. Alice Holzman. Quand on s'est lancé, j'avoue qu'on s'est lancé modestement, parce qu'on s'est lancé le 19 juillet et 24 juillet, d'ailleurs, je vous dis une bêtise, c'était après on testait l'homme. Et on pensait que l'été, ça allait être une montée en puissance lente, et on s'est pris une vague de demandes d'ouverture de compte. Et donc, je pense qu'on s'est pris une grosse claque, pour être très honnête avec vous. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas du tout dimensionné notre service client et nos équipes. Il y en avait quand même beaucoup qui étaient aussi en congé. Et donc, cette capacité à absorber, ça a été très compliqué. Donc, on a mis quelques mois, d'ailleurs, à réguler et puis à maintenant être en capacité de répondre en temps voulu aux demandes de nos clients. Et je rebondis sur ce qui était évoqué, c'est que ça a soudé quand même les équipes, c'est-à-dire que tout le monde s'est mis au service du client. Et à un moment que vous prenez une telle vague de demandes d'ouverture de compte et qu'il faut traiter les dossiers, que vous soyez au marketing, au service client, dans les équipes comptables, et vous vous mettez à traiter et appuyer toutes les demandes d'ouverture. Donc beaucoup de cohésion pour faire face à ce qui aurait pu être finalement un vrai passage casse-gueule pour la marque. Il n'y a rien de pire que les mauvais démarrages, parce qu'après, on a du mal à remonter la pente. En même temps, je trouve ce qui est intéressant, c'est surtout de se dire, on s'autorise à le faire, on s'autorise à avoir ces difficultés, et qu'est-ce qu'on en retire, et finalement, il en ressort des choses très positives. Je pense qu'on a aussi un appel finalement à profiter et à innover avec vous, à accompagner en fait l'innovation, qui je pense est très intéressante dans ce contexte. Moi, j'avais aussi envie de faire un petit tour avec chacune de vous sur vos prochains défis. Du coup, sur quoi aujourd'hui vous voulez avancer, et quels sont les gros sujets qui sont pour vous sur la table. Un mot chacune. Alors nous, je pense qu'en tant que régie publicitaire, on a un double défi. Le premier, c'est que d'un côté, on va vers plus d'automatisation. Sur l'achat des campagnes, un peu les plateformisations, un peu à l'instar de ce qui se passe sur le digital, ce qui s'est déjà passé il y a quelques années. La télé y vient également. Et puis en parallèle de ça, on le voit bien, les consommateurs ils changent en permanence. Donc il faut que nos équipes régies soient extrêmement à l'écoute du consommateur, des publics, et que finalement on propose des dispositifs à forte valeur ajoutée aux marques, des dispositifs sur mesure à chaque fois. On ne peut pas dédupliquer des best cases parfois qu'on a pu constater. Donc à la fois plus d'automatisation vers des choses de plus faible valeur ajoutée, et une sophistication dans l'approche, dans les dispositifs, dans le brand content, et plus d'intégration au sein de nos contenus. Je pense qu'on a un double objectif. D'ailleurs, le bénéfice de l'humain et du digital qu'on évoquait, et qui doit se combiner, en fait, d'avoir le meilleur des deux, Alice. Les défis. Le gros défi, c'est durer. On est né, et certains nous disent, finalement, vous avez fait le plus facile, c'était lancer une marque, et maintenant, il faut la pérenniser, l'installer, et donc continuer à séduire, satisfaire nos clients. Bon, vos défis, peut-être un conseil aussi, que la Redoute 180 ans a donné à Alice, qui a à peine 2 ans d'existence avec la French Bank. Comment durer Non, je ne me permettrai pas de donner un conseil. En fait, ça va vous paraître peut-être étrange, mais mon plus gros défi, c'est la satisfaction client. En fait, les standards dans notre marché sont de plus en plus hauts.
Donc on parle du fameux NPS, et même si on a gagné 10 points l'année dernière, il faut vraiment qu'on élève très fortement cette satisfaction client, et ça nécessite en fait de changer même l'état d'esprit des équipes qui ne pensent plus process mais qui pensent client, et cette obsession client, c'est pas inné en fait. Quand on a 180 ans de process et de fonctionnement, c'est un enjeu culturel extrêmement fort et un enjeu de transformation très fort. Bon, bah écoutez, merci à toutes les trois. Satisfaction client. Bravo en tout aussi cas, à toutes les voilà, trois on a Fabienne Gerl qui a réagi, qui nous dit pérenniser Culture Box, s'il vous plaît. Formidable émission. Un autre, Radovan, France Télévisions au service des Français, et puis aussi le message qu'on retiendra et qui résumera tout ce que vous avez dit également. Valérie Fritsch, c'est vrai, pour innover, il ne faut pas avoir peur d'oser. Voilà. Merci à toutes les trois. Merci Amélie Poisson, directrice marketing, client et marque de La Redoute. Merci également à Nathalie Dinis-Clémenceau, directrice générale adjointe commerce à France Télévisions Publicité, avec la télévision qui était un point de contact important pour tous ceux et celles isolés, souvent qui n'avaient que ça, peut-être. Absolument. Bon, il y avait peut-être un autre point de contact aussi quotidien, c'est le facteur. Hein, voilà, oui, on l'oublie pas aussi, le facteur, c'est bien. Même si c'est pas forcément votre branche, Annie Zolzman, mais enfin, en tout cas, voilà, vous faites partie de la grande famille de la Poste. Et fière. Eh ben, super, voilà. Directrice générale de Ma French Bank, la banque 100% digitale de la Banque Postale. Céline, on se retrouvera tout à l'heure pour conclure cette formidable édition 2021 de Sa Marque. Voilà, la proximité, donc, on l'a vu, atout essentiel pour entretenir un dialogue constructif et efficace. Le thème de la proximité, on ne l'abandonne pas, on continue tout de suite. Voilà, et on va retrouver Rémi Gérin, le président de Média Performance, avec une question, Rémi. Quand on parle du consommateur, on a tendance à penser que l'intention induit le comportement. Est-ce que c'est le cas selon vous ? Eh bien non, ça serait trop facile si les intentions d'achat à l'égard des marques induisaient automatiquement les comportements. Malheureusement non, en tout cas dans très peu de cas. Donc ça rend l'exercice du marketing passionnant, mais ça impose aux marques de développer paritairement les attitudes favorables à l'égard des marques et les comportements d'achat. Et à ce sujet, moi j'ai été marqué par deux concepts qui ont émergé il y a une quinzaine d'années. Le premier, c'est Procter. Procter, au début des années 2000, a essayé de faire passer le message auprès de ses équipes qu'il fallait tout autant investir à proximité de l'acte d'achat qu'en amont, c'est-à-dire investir sur la stimulation des comportements d'achat tout autant que le développement des attitudes. Et donc ça a été l'émergence du FMOT, le First Moment of Truth, premier moment de vérité. Pour Procter, le second moment de vérité était le moment où le consommateur consommait le produit. Et puis, quelques années après, Google a inventé le ZMOT, le Zero Moment of Truth, c'est tout ce qui permettait, avant l'achat, de travailler sur le développement des attitudes favorables. Voilà. Donc tout le talent des marketeurs aujourd'hui, c'est de développer le bon dosage entre des moyens moteurs pour construire les marques, ce qui est absolument une nécessité, et puis des moyens d'activation pour développer les comportements. Et donc c'est ce à quoi on s'attache chez Mediaper depuis plus de 35 ans. Et d'ailleurs, je crois que l'un de mes premiers claims quand j'ai développé l'entreprise en 85, c'était transformer les attitudes favorables en comportement d'achat. Voilà, donc 35 ans après, je continue à raconter la même chose, mais je pense que c'est encore plus pertinent. Et je vous dis, la traduction qu'on en fait Google et Procter à cet égard est très claire. ZMOT et FMOT, puisque l'un n'induit pas automatiquement l'autre. Alors les shoppers et les consommateurs, ils attendent deux, trois trucs très simples. D'abord, ils attendent de bons produits ou de bons services. Et puis, autour de ces bons produits ou de ces bons services, ils attendent de l'engagement. Et donc derrière ces sujets de qualité et puis de rapport entre la valeur, le prix, etc., ce que les shoppers attendent, c'est que tout ceci soit dit en vérité et en transparence. Et donc ça veut dire que ces messages ou ces testimoniaux soient exprimés tout autant par les marques
que par leurs pairs. Donc pour répondre à cette question qu'attendent les consommateurs aujourd'hui, moi je pense qu'ils attendent une forme de réconciliation entre la voix des marques et la voix des gens. La voix des marques, en tout cas pour la plupart d'entre elles, elle est crédible, elle est audible, et donc elle met en avant les attributs de ces marques. Mais il est important qu'à côté de la voix des marques, les consommateurs puissent avoir accès à la voix des gens. Et donc ça, c'est tout ce qui relève des rating and reviews, des avis clients et des notes. Historiquement assez développé dans pas mal de secteurs, le transport, le voyage, la culture, et qui commence à se développer dans le monde de la grande conso. Donc, c'est la raison pour laquelle, chez Mediaperf, on s'est intéressé à ce monde des avis clients, et donc on cherche à réconcilier la voix des marques et la voix des gens sur nos médias, sur des médias, que ce soit des médias digitaux, online avant l'achat, ou des médias offline pendant l'achat, ou online pendant l'achat sur des sites de e-commerce. Donc réconcilier la voix des marques et la voix des gens à travers la mise en avant des notes et des avis clients que nous développons sous la marque ShopAdvisor. Alors, bien évidemment, le dialogue collectif, on peut considérer qu'il est moins coûteux parce que plus massif. Mais bien évidemment, ce que, les gens attendent, et deux, ce qui a démontré son efficacité, c'est un dialogue plus individuel. Avec la grande difficulté, c'est que, de mon temps, la personnalisation, elle était flatteuse. Aujourd'hui, la personnalisation par les jeunes générations, elle peut être perçue comme intrusive. Donc, il faut arriver à mettre le bon dosage de personnalisation sans rentrer dans l'intrusion, et donc tout en laissant la liberté au consommateur, donc en amont de donner accès à sa data, et donc en aval de recevoir des messages ciblés en fonction de la data qui nous a été confiée et qui nous permet de comprendre et de connaître les comportements d'achat. Donc c'est ce qu'on s'attache à faire, notamment avec de la data comportementale qui nous est confiée par un certain nombre d'enseignes de distribution, qui nous permet de connaître très précisément les comportements d'achat passés des consommateurs, donc d'en déduire des intentions à l'égard des marques, et donc de communiquer online, sur des formats display, vidéo, sociaux, auprès de ces consommateurs ciblés, et donc de leur adresser un message personnalisé, puisque tenant compte des catégories de produits envers lesquels ils ont des dispositions. Eh ben voilà, tout est dit. Merci beaucoup. Rémi Gérin, président de Média Performance. Voilà, dernier rendez-vous pour finir en beauté cette formidable journée avec une dernière grande interview. Ah oui, on va terminer en beauté cette édition 2021 de Ça marque, le rendez-vous de l'Union des marques avec le vice-président de l'Union des marques, Jean-Baptiste Santoul. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Jean-Baptiste Santoul qui est aussi le président, directeur général de Ferrero France. Alors Ferrero, Nutella, Kinder Bueno, on parle beaucoup de la proximité depuis cette fin d'après-midi. Comment s'incarne pour vous cette notion de proximité? Jean-Baptiste. Alors, Ferrero, vous l'avez dit, c'est du chocolat. C'est le confiseur chocolatier préféré des Français. Ça fait 60 ans que nous sommes présents en France. Ça fait 60 ans qu'on bâtit une relation de confiance et de proximité avec nos consommateurs. Parce qu'on va le rappeler, 60 ans en France, mais il y a une histoire italienne au départ, une histoire piémontaise, bien entendu. Absolument, c'est une entreprise familiale qui est née juste après la guerre dans le Piémont, dans la petite ville d'Alba. Et là aussi, la proximité était au cœur de l'histoire, puisque Pietro Ferrero, le fondateur de l'ancêtre de ce qu'est aujourd'hui le Nutella, était un pâtissier dans sa toute petite ville. Et après la guerre, on manquait de chocolat. Et donc, il fallait trouver autre chose. Et puis, il avait plein de noisettes à proximité. Les noisettes du Piémont, qui sont aujourd'hui fameuses pour leur qualité, à l'époque n'étaient pas encore très connues. Et c'est lui qui les a mises à l'honneur en créant une première pâte à tartiner. D'abord, ça s'est appelé du gianduja, qui ressemble un peu à une spécialité locale que vous connaissez aussi. C'est toujours bon, ça. Et puis, c'est devenu une pâte à tartiner. Et progressivement, en 64, c'est devenu le Nutella. Ou la Nutella, d'ailleurs, puisque les Italiens parlent de la Nutella. Alors, Jean-Baptiste Santoul, il y a derrière une histoire familiale, une histoire de proximité, quelque part, avec, en effet, ces bons produits du Piémont, et qui sont arrivés ensuite chez nous, en France, depuis 60 ans. Quelles sont les valeurs, peut-être les valeurs humaines que véhiculent vos marques, à vos yeux? Alors,
On l'a dit, société familiale qui a une histoire très, très progressive, née dans une toute petite ville, installée depuis 60 ans en France, où on produit d'ailleurs le Nutella en France depuis des années maintenant en Normandie. Disons-le, donc voilà, au cœur de nos régions. Oui, et ça, c'est vraiment important. Oui. Et cette culture familiale, on la voit dans la façon dont on va dialoguer avec nos consommateurs. En fait, ce dialogue, on l'établit petit à petit avec beaucoup d'émotions. Et vous le verrez, vous l'avez vu dans toutes nos communications, et on communique beaucoup, il y a de l'émotion. Il y a un lien concret. Et ce lien, il est basé sur des produits de notre quotidien, des produits dont on est tous proches. On a tous une histoire personnelle avec nos marques et nos produits. Et ça, c'est le démarrage de cette relation. Alors bien sûr, tout ça, ça évolue avec le temps. Le consommateur devient aussi de plus en plus exigeant. Donc, un produit avec lequel il y a une émotion, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi la rationalité des choses. Et là, c'est la transparence. Oui, c'est ça. Il y a la rationalité, et puis vous avez failli faire un petit lapsus. J'allais dire même, il y a peut-être la narration aussi. Qu'est-ce qu'on raconte autour d'un produit? Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire locale? Vous nous dites le Nutella, c'est fait en Normandie, mais quelque part, ça, on ne le sait pas. Comment est-ce qu'on le communique davantage? Comment est-ce qu'on le raconte? Alors, surtout aujourd'hui, en 2021. Et tout à l'heure, c'était Anne-Marie Gauthier d'Intermarché qui nous disait, voilà, il faut qu'on prenne des produits locaux dans nos rayons, voilà, dans un rayon de 70 km. Absolument, Fabrice. Et on a longtemps été une entreprise un petit peu, où on se cachait un petit peu, parce que finalement, il y avait aussi de la pudeur, une entreprise familiale. On fait les choses bien. Ça a toujours été dans la culture. On fait les choses bien. Il n'y a pas besoin de le dire, ça se voit ou ça se goûte. Et puis, progressivement, on doit de plus en plus être transparent, expliquer ce qu'on fait, dire que le Nutella, oui, il est fabriqué en France, en Normandie, que c'est la plus grande usine du monde. On commence à le faire avec des campagnes comme Nutella aime la Normandie, par exemple. Avec des produits venus de Normandie aussi? C'est pas tout assemblé en Normandie? Le sucre vient de Picardie et de Normandie. Très bien. Le lait vient majoritairement de Normandie. Les noisettes, ça ne pousse pas en Normandie. Non, pas trop, non. Voilà. L'huile de palme durable, elle ne pousse pas non plus en Normandie, et c'est un produit important. On y reviendra, oui, voilà. Bien sûr. Donc, quand on peut avoir des produits qui viennent de Normandie, oui, mais voilà, ce qui est important, c'est qu'on ait cette production qui soit au cœur de nos régions. Est-ce que vous n'auriez pas eu intérêt, peut-être, de raconter ça davantage? Vous vous souvenez, à une époque, McDonald's qui était tensé. Oui. Du temps de José Bové qui trouvait bon d'aller casser des magasins McDonald's, enfin peu importe. C'était il y a 25 ans. Et on a découvert, on a vu comment McDonald's était devenu un des plus grands exposants du salon de l'agriculture chaque année, enfin quand ça existait, bien entendu, voilà, que finalement, c'était des produits français. Et quelque part, c'est une marque française. C'est un peu ce que vous voulez montrer aussi. Oui, alors on ne cherche pas forcément à être une marque française, on veut être une marque en qui les consommateurs ont confiance. Et cette notion de confiance, elle est essentielle. Alors oui, bien sûr, si c'est fabriqué pas loin, c'est important. Ce n'est pas un produit qui vient de l'autre bout du monde. Hein. De toute façon, ça ne voyage pas aussi loin, tout ça. On reste dans l'agroalimentaire, donc c'est des produits qui sont proches. Mais surtout, ce qui pour nous est important, c'est d'expliquer à quel point on a un attachement important à la qualité des matières premières, à la sélection des matières premières. On parle du cacao, qui est un ingrédient important. Le cacao, c'est un cacao qui est 100% durable. Ferrero, ce n'est pas une entreprise qui va acheter des billes de cacao et puis les utiliser. On achète nos fèves de cacao à des producteurs, principalement en Côte d'Ivoire et au Ghana. On les aide à se développer aussi. Et puis, ce cacao, on va le torréfier, on va le transformer pour l'intégrer dans nos produits et avoir toujours un goût d'une extrême qualité et constant. C'est pareil pour les noisettes, c'est pareil pour l'huile de palme durable. Alors c'est vrai, vous avez raison, parce que c'est vrai que Nutella fut un moment dans l'œil du cyclone. Voilà, qu'est-ce qu'on disait sur Nutella? C'est un produit qui vecteur d'obésité, bon, très bien. C'est un produit qui provoque la déforestation en Asie du Sud-Est, parce que l'huile de palme, etc., et puis les orang-outans qui sont morts, etc. Comment vous avez répondu et quel dialogue vous avez engagé justement avec ces consommateurs? Et ce n'étaient pas les consommateurs de 2021, c'était les consommateurs d'il y a 5-6 ans, hein, justement, qui n'étaient peut-être pas forcément aussi, j'allais dire,
virulent qu'aujourd'hui, en tout cas aussi informé. Quel échange vous avez, quelle conversation vous avez pu avoir avec eux? Alors on a un échange constant depuis déjà des années, parce que vous le dites, effectivement, c'est pas nouveau hein, comme idée fausse, parce qu'il y a vraiment une idée fausse. J'entends, c'est pour ça, voilà. je n'ai pas repris à mon compte. Depuis 2014, 100% de l'huile de palme utilisée par Ferrero est une huile de palme durable, garantie sans déforestation. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est les organismes de certification. C'est le WWF qui, en 2020, nous a classés comme étant le numéro 1 mondial sur la lutte contre la déforestation, 21,5 sur 22 comme note globale. On était la première entreprise. Donc, on a pas mal de choses. On est capable de dire d'où vient notre huile de palme depuis la plantation jusqu'au moulin. On communique l'adresse des moulins régulièrement aux ONG, telles que WWF ou Greenpeace. On va jusqu'à surveiller les plantations également par satellite. Avec satellite, absolument, avec Airbus, pour vérifier qu'il n'y ait pas de déforestation. Donc on va très très loin. Et notre combat, il est pour une huile de palme durable. Et là, on a des campagnes de sensibilisation, on communique énormément. Bon, après, on est souvent en vent contraire, parce que il faut être audible, ça prend du temps, mais on voit aussi que progressivement, nos consommateurs ont compris, et ils ont compris que notre combat, c'est pour l'huile de palme durable, qui par ailleurs est un ingrédient exceptionnel pour l'agroalimentaire. On est dans un contexte particulier, et c'est vrai qu'on en parle depuis ce matin. On avait ouvert donc cette grande édition de Samarc 2021 avec le président de l'Union des marques, nouveau président, Hervé Navellou, à la tête de L'Oréal. Et c'est vrai qu'il y a un contexte particulier, bien entendu, voilà, avec des consommateurs peut-être plus aguerris, des consommateurs qui ont beaucoup plus d'exigences, qui quelque part cherchent peut-être à inverser le rapport avec les marques. Comment vous avez adapté votre communication à ce contexte actuel? Jean-Baptiste Santoul à la tête de Ferrero. Alors, la communication pendant le Covid, c'est toujours la même. On parle vraiment avec le cœur à nos consommateurs. Il y a de l'émotion. Alors bien sûr, on va éviter des choses qui ne sont pas du tout appropriées à la situation. Mais là où on a beaucoup évolué, c'est sur le lien direct via le digital, via les réseaux sociaux. Et là, on a multiplié les échanges. Il faut savoir qu'on parlait de Nutella, c'est une marque qui a plus de 3 millions de fans sur Facebook. C'est une marque qui, pendant le premier confinement, a généré plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Et tout ça, c'est parce qu'il y a un contact permanent, au jour le jour. Sur Nutella, on s'est mis à communiquer avec des recettes, puisque pendant le confinement, les gens se sont retrouvés chez eux avec du temps, donc un peu plus de temps pour le petit déjeuner et le goûter, très bien, mais surtout ils avaient aussi une forte appétence pour la cuisine et donc pour la pâtisserie. Et Nutella est un ingrédient formidable pour la pâtisserie. Donc on a pris un chef qui est notre ambassadeur, le chef Grégory Cohen, et il a créé plein de recettes. Et à l'issue de ça, et sur Instagram, tous les jours, il était là, et il montrait comment on faisait ses recettes, etc. À l'issue de ça, on a même sorti un livre de recettes, 60 recettes de la pâtisserie française revisitées avec du Nutella. Par Grégory Cohen, un peu avant Noël. Donc vous voyez, on a aussi finalement répondu à une attente qui est comment je vis cette période difficile. Et puis quand on était enfermé, c'était il y a un an, c'était le confinement un petit peu dur, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait la télé peut-être, avec, on était tout à l'heure avec Nathalie Dinis-Clémenceau de France Télévisions, et puis on grignotait. Vous avez créé aussi une nouvelle gamme autour du grignotage, des gâteaux, du Nutella. Alors les biscuits, c'est quelque chose qu'on avait démarré, oui, mais enfin, en tout cas, avant. Vous l'avez vu sur les ventes. Mais on continue, bien sûr, et les biscuits, c'est important. Mais par contre, attention, on est aussi très très engagé sur une consommation responsable. Et là-dessus, on communique énormément aussi directement aux consommateurs. Alors qu'est-ce que vous leur dites justement vis-à-vis de cette cible? Que sont les enfants? Je pense aux enfants, parce que c'est vrai que c'est une grosse préoccupation de pas qu'ils tombent dans l'obésité, etc. Voilà, quand on communique, quand on est présent sur des écrans, comment Nutella prend cette mesure justement? Alors déjà, pour commencer, si on parle de communication, toutes nos marques ont pris un engagement très clair depuis déjà des années. On est d'ailleurs signataire de la charte fer de l'Union des marques. Formidable. On ne communique pas sur des programmes où il y a une majorité d'enfants de moins de 12 ans. Et là, vous ne nous trouverez pas sur ces programmes-là, ni sur des chaînes enfants. C'est pas parce qu'on n'aime pas ces programmes ou ces chaînes, bien au contraire, mais on considère que c'est aux parents de décider de l'alimentation de leurs enfants. Et vous verrez, toutes nos communications s'adressent aux parents. On ne va jamais s'adresser directement aux enfants.
Et ça, c'est vraiment un fondamental. Après, il y a également beaucoup de choses sur le sport. C'est un véritable engagement. Et là, c'est un dialogue permanent. Il faut savoir que, alors avec le Covid, ça s'est un petit peu ralenti malheureusement, mais chaque année, avec notre marque Kinder, on fait faire du sport à plus de 450 000 enfants en France. Parce que comment, au travers de quoi alors justement? Des partenariats avec les fédérations, oui, d'accord. Fédération de hand, fédération de basket, fédération d'athlétisme, et on organise des journées de découverte du sport. Avec des licences, avec du matériel, etc. Tous les clubs locaux. Et on va vraiment à la rencontre des consommateurs. Parce qu'on est aussi, on assume le plaisir alimentaire. On considère que c'est très important de se faire plaisir. On considère que la gourmandise, c'est quelque chose de très positif. En tout cas, moi, je suis très engagé là-dessus. Vous êtes très gourmand aussi, voilà. Je suis gourmand, oui, absolument. Disons-le, et la gourmandise, ça fait partie de la vie. Une vie sans plaisir, c'est pas possible. Donc, par contre, il faut bien sûr le faire avec raison. Bien sûr. Alors, une vie sans plaisir, on a passé une formidable journée ici, depuis ce matin, donc avec sa marque 2021, l'Union des marques. Vous êtes le vice-président de l'Union des marques, Jean-Baptiste Santoul. Quel bilan vous faites de cette journée, à l'aune aussi des nombreux projets que nous décrivait tout à l'heure Jean-Luc Chétry, votre directeur général? Alors, une journée fantastique, ouais. Surtout en ce moment. Moi, ça me fait plaisir de vous avoir retrouvé. Ça me fait plaisir d'avoir vu et écouté tous ces invités. C'est un vrai bonheur. Et puis, c'est un bonheur parce que les sujets étaient passionnants. On a parlé de confiance, on a parlé de transparence, on a parlé de proximité. Par les temps qui courent, la proximité. De valeurs aussi, beaucoup. Voilà. Et tout ça, c'est le socle des valeurs qui unissent les marques. Et on l'a vu, quel que soit le domaine. On a parlé, on a vu avec Hervé, on a parlé de cosmétiques, on a vu la Redoute tout à l'heure. De distribution avec Intermarché, avec Jennifer. Quel que soit le secteur, la confiance, c'est la clé de la relation avec nos consommateurs, peut-être encore plus qu'avant le Covid. Et tout ça s'inscrit évidemment dans de très grosses ambitions de l'Union des marques, justement, pour accélérer depuis votre création. Il y a 2 ans, il y a eu cette parenthèse un petit peu compliquée, le Covid, mais ça y est, c'est reparti de plus belle. L'Union des marques, c'est une communauté qui unit un grand nombre de marques, que ce soit dans les services, dans les produits industriels, et avec cette idée forte qu'on est toujours au service du consommateur. Bien, restez avec nous, c'est terminé. Céline Bouvier qui nous a accompagnés depuis ce matin, donc 10h30, au travers de tous ces échanges, ces tables rondes, ces grandes interviews que vous avez pu mener, notamment avec Raja Namar, qui est le président de l'Union mondiale des annonceurs. Qu'a retenu l'expert du marketing que vous êtes de cette belle journée? Céline. Alors, j'ai passé une excellente journée. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est faire référence aux travaux du think tank de l'Union des marques, donc le think tank des directions marketing. Dans une session récente, on s'interrogeait sur l'utilité de la fonction marketing. Alors derrière la fonction, c'est les ressources, c'est les hommes, c'est les femmes, et c'est les compétences. Et de se dire, est-ce qu'elle est plus ou moins utile qu'il y a 5 ans? Il y avait l'unanimité. Les directeurs marketing présents disaient c'est soit beaucoup plus utile, 60%, soit plus utile. Mais ce qui était plus intéressant encore, c'est qu'ils disaient pour qu'elle puisse complètement révéler son utilité, il faut qu'elle se réinvente complètement. Et je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une fabuleuse illustration. On a vu des marques historiques, on a vu des marques plus jeunes, mais je crois que le point commun de ces succès, c'était systématiquement la remise en cause, c'était la réinvention, c'était l'acceptation du changement et un ancrage très fort sur cette nécessité d'apporter une valeur indiscutable à leur public et de le faire à chaque fois que c'est possible avec un peu plus de conscience du bien commun. Et dans une logique de proximité, donc d'écoute, et ça a été souvent cité, extrêmement importante des publics et j'irais même jusqu'à dire de conversation. Donc je trouve que c'est à la fois extrêmement exigeant, mais c'est surtout très stimulant. Donc j'espère que vous avez tous passé une très très belle journée. On a passé une très bonne journée et puis merci en tout cas pour cette complicité, Céline Bouvier, un plaisir, dans nos Fabrice. échanges. En tout cas, merci Jean-Baptiste. En tout cas, vous pourrez revoir le replay pour tous les adhérents de l'Union des marques sur le site de l'Union des marques, bien sûr. Et puis merci à tous ceux qui ont organisé avec succès cette formidable journée. Je pense à Didier Beauclerc, je pense à Emmanuel Prache. Voilà, très bonne fin de journée à toutes et à tous. Et vivement avril 2022 parce qu'il y aura la 3e édition de Sa Marque 2022. Merci à toutes et à tous. À bientôt.